Merci à tous d'être venus. Il y a 2 ans, on avait fait une conférence sur le journalisme. On avait parlé du journalisme généraliste, de la presse papier notamment. On avait une très grande salle. Là, on a une plus petite salle et j'ai l'impression qu'il y a plus de monde qu'il y a 2 ans. Donc c'est peut-être lié au fait que j'ai des stars à côté de moi. Voyons. C'est quoi ça? Mais nous aussi. Nous avons donc Simon qui anime une chaîne YouTube très connue, la première chaîne YouTube de France actuellement depuis, Il y a mon collègue Baptiste depuis aussi. Qui est là. pratiquement 1 an, avec Baptiste qui est devant. Yay! Il s'agit bien entendu de la chaîne du Passe-Temps. Tu nous la présenteras très rapidement. Et nous avons les 3 éminents Québécois qui nous ont fait une magnifique cérémonie des As d'Or, Merci. le Passe-Temps, avec Raphaël. Je vais essayer de pas me tromper sur les noms. It's game. Ouais. C'est tu game, mais le passe-temps, ça nous fait plaisir aussi. Hein. J'ai dit le C'est Passe-Temps. Ouais, mais c'est un beau compliment aussi. Moi. Marc-Antoine, Yeah. Pierre-Louis. Oui, exact. Et je vais enchaîner. C'est très fluide. Donc il y a 2 ans, on avait beaucoup parlé de la presse papier parce que c'était un sujet qui passionnait tous les spécialistes. On avait envie, quand on discutait avec les éditeurs, d'avoir des articles dans la presse généraliste parce que avoir un article dans la presse généraliste, ça prouve que le jeu de société est devenu un élément majeur, une culture populaire et un marché de masse. Ça veut dire que les gens achètent des jeux de société. Et depuis 2 ans, il ne s'est pas passé forcément grand-chose. Il y a toujours des éditeurs qui ont très envie d'avoir des articles papier, mais quand je me balade dans les allées des festivals, on me parle beaucoup, beaucoup plus des influenceurs. J'utilise le terme influenceur, c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Nous mais- non plus. Créateur de contenu. Voilà. À chaque fois qu'on utilise le terme influenceur, la phrase qui vient juste après, c'est un terme que j'aime pas beaucoup. Tout le monde dit ça. Ouais. Mais bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont de l'influence sur les ventes, et ce sont les chaînes YouTube qui aujourd'hui ont le plus d'influence sur les ventes. Les chaînes YouTube, les vidéos qui vont sur Facebook, qui allaient autrefois sous d'autres supports. Nous avons par exemple Trick Track dans la salle avec Guillaume, qui a longtemps diffusé Trick Track des vidéos sur leur propre support. Alors aujourd'hui, ça passe sur YouTube puisque c'est une chaîne majeure. Il y a un phénomène de YouTube. Il y a eu une explosion en 2 ans, même en 1 an. J'ai repris les chiffres de vos différentes chaînes. Il y a eu une explosion du nombre de visites. Il se passe quelque chose en ce moment, effectivement. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je trouvais que c'était une bonne suite de la conférence qu'on a faite il y a 2 ans, auquel vous n'étiez peut-être pas, Vous étiez pas né. probablement pas né. Ouais, c'est ça. Mais la vidéo est toujours disponible sur Ludovox, qui l'avait filmée. Et Ludovox est présent de nouveau. Il nous filme, donc on aura la possibilité de revoir cette conférence passionnante après, sur la chaîne de Ludovox. T'engages pas trop non plus, hein, on fera ce qu'on peut. Si, la conférence sera passionnante. Nous avons également dans la salle Sylvain. Sylvain a un micro HF, donc il va pouvoir se déplacer. Sylvain qui participe également à la chaîne Un Monde de Jeux. Je n'ai pas parlé de ma chaîne. Ah non, il faut. Mais oui, il faut que je fasse ma publicité. Mais On a également une chaîne un petit peu moins connue que la chaîne de mes compères aujourd'hui. Mais bon, allez la voir, abonnez-vous justement, puisque comme elle est moins connue, il faut s'abonner. Et Oui. donc Sylvain a un micro HF, il va passer dans la salle. Je sais qu'il y a des youtubeurs, j'en ai repéré quelques-uns. Il y a des gens qui se lancent peut-être dans les vidéos. Vous avez peut-être des questions à poser. Donc n'hésitez surtout pas à lever la main, à vous signaler. On se déplacera avec le micro. C'est une conférence, ça a été intitulé comme ça par le Festival des Jeux, mais pour nous, à la base, c'était plutôt une table ronde. On a envie d'échanger sur YouTube, éventuellement de donner des conseils si on en a quelques-uns à donner, mais surtout d'avoir vos retours et puis vos questions, parce que moi, j'ai fait une liste de questions, mais c'est pas forcément les meilleures ni les plus à propos. Ben voyons donc. Je suis bien organisé, mais bon, jusqu'à un certain point. Très rapidement, on va se présenter, donc ça va nous permettre de reparler des différentes chaînes. On va poser la question de l'éditorialisation. Je vous donne les grands thèmes à l'avance parce que peut-être les questions que vous aurez envie de poser vont venir un peu plus tard. On aura une question passionnante que tout le monde se pose systématiquement dès qu'on parle des chaînes YouTube, c'est la fameuse question des financements. De On est l'argent, riche, on est tellement riche. On parlera un tout petit peu des différents réseaux sociaux, des relations avec le public, et on terminera sur les éventuels conseils que chacun peut donner. Malade. Super. Et on va commencer par le début, c'est-à-dire la présentation. Nous avons donc 2 chaînes. Nous avons la chaîne du Passe-Temps, et
j'ai pas cherché trop de chiffres, hein. Moi, je suis pas un universitaire, c'est pas moi qui vais vous faire une analyse très profonde de ce qui se passe sur YouTube depuis la création. Mais j'ai quand même noté l'évolution en un an du nombre d'abonnés. Ça a été quand même le fait qu'il se passe vraiment quelque chose au niveau des vidéos. Sur la chaîne du Passe-Temps, qui était une des premières déjà il y a un an, il y avait 17 000 abonnés. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, Ouais. si tu me contredis si c'est le cas, il y a 37 800 abonnés. C'est ça, c'est plus 20 000 à un an. Ouais. Et la chaîne a 3 ans, c'est ça? 2 ans et demi, 3 ans, je sais plus ouais, exactement. J'ai pas les dates, ouais. Mais ouais, ça a pris un an, ça a plus que doublé. Et donc, si on resitue un tout petit peu la chaîne du Passe-Temps, qui est aujourd'hui la première chaîne de France, c'est une chaîne qui est... je vais te laisser parler, Simon. Eh ben, bon, à la base, déjà, on a une boutique, on a un magasin. C'était, voilà, il y a 2 ans et demi, 3 ans. On s'est dit, bon, faisons des vidéos, expliquons un peu aux gens qui nous sommes. Parce qu'on voit des gens dans un magasin toute la journée. Et c'est vrai que quand t'as un mec en face qui te dit, putain, tu devrais jouer à ça, ben, en fait, tu sais pas qui c'est le mec qui te dit ça. Alors, on s'est dit, ben, on va expliquer qui on est. On va expliquer que moi, j'aime plus ce genre de jeu-là, tout ça. Comme ça, quand tu viendras au magasin, tu diras, putain, Simon, il aime que des jeux de merde, je vais pas lui parler, je vais aller parler à un tel ou un tel. L'idée à la base, c'était ça. Donc, on pensait que ça parlerait à une trentaine de Toulousains, voilà. Hein. Et bon, et ça a fini par grossir, cette histoire-là. Et après, on se dit, ben, tous les 2 mois, faisons des vidéos pour dire, voilà, nous, c'est ce qui nous manquait en vidéo. Il y avait beaucoup de gens qui disaient, voilà, en phase 2, tu pioches 2 cartes, t'en gardes une, t'en passes une au voisin de droite. Ok, mais moi, c'est pas ce que je voulais savoir. Moi, je voulais qu'il y ait quelqu'un qui me dise, ça, c'est bien. Bon, il pense qu'il veut, mais j'avais besoin de subjectivité. Quand tu discutes en une soirée avec tes potes, tu leur demandes pas de t'expliquer la règle. La personne à Cannes se balade en disant, mais vous avez joué à quelle mécanique? Tu veux savoir si c'est bien. Donc on s'est dit, faisons ça, faisons une chaîne de recommandations de jeux. A priori, depuis, ça suit son cours. Et donc, sur cette chaîne, vous êtes quelques-uns. Donc, il y a toi, il y a Ouais. Baptiste, il y avait Lola. Il y avait Lola, mon ancienne collègue, il y a Rachel maintenant, qui tient le magasin maintenant. Voilà, enfin, qui tient le magasin, voilà, à l'instant T. Et donc, le Passe-Temps est devenu la première chaîne YouTube depuis quelques mois maintenant. Les chaînes qui suivent sont également des chaînes de professionnels. Je me permets de te qualifier de professionnel puisque tu es vendeur de jeux. Dans le classement, je ne l'ai pas exactement en tête, mais je sais qu'il y a Ludovox qui est très bien classé, qui est une chaîne de professionnels qui ont lancé également leur support vidéo en plus du site. Il y a Trick Track qui est une chaîne évidemment de professionnels. C'est un peu les parrains de la vidéo sur Internet. Nous avons Yann Drève, Yann Drève, ouais. qui est très bien classé, qui est ludothécaire, donc c'est également un professionnel du monde du jeu, et la première chaîne de non-professionnels du jeu à la base, mais peut-être professionnels des vidéos, c'est vous, c'est Etugame, vous êtes les premiers à vous être lancés sans être des spécialistes du jeu à l'origine, je dis bien, parce que vous l'êtes devenus très largement depuis. On a fini par tester beaucoup trop de jeux, mais, mais oui, non, à la base, on a une formation de comédiens, Pierre-Louis, Benjamin, Anne-Catherine et moi. Puis Marc-Antoine, c'est le grand réalisateur qui a aussi formation là-dedans. Et nous, ça a commencé parce qu'on n'avait juste rien à faire en janvier, février, mars. Ça, c'est la vie passionnante des comédiens. Le milieu de l'art au Québec. Donc, c'était très relax en janvier, février, mars. Et on s'est dit, bon, on joue toujours à des jeux de société. On a été colocataires, Pierre-Louis et moi. Et Benjamin et Pierre-Louis ont été ensemble colocataires aussi. On parle d'il y a 15 ans. On n'arrête pas de jouer à des jeux depuis. Fait qu'on a fait, il faudrait peut-être faire de quoi avec ça? C'était vraiment une façon de... C'était un exutoire parce qu'on jouait tellement à des jeux soudainement. Puis on avait plein d'amis justement qui sont un petit peu moins dans le domaine du jeu de société. Puis eux, ça les faisait un peu chier qu'on leur parle tout le temps de jeu. Fait qu'on s'est mis à en parler sur Internet. Ça a été pour faire chier des gens virtuellement. Alors ça, c'était vraiment une évolution. Ça a été super. Puis on venait de sortir on avait fait des web télé où est-ce qu'on faisait des trucs de super-héros surnaturels. Fait que c'était naturel de continuer à faire des sketchs, puis des costumes, puis des blagues, puis juste parler de jeux. Puis en faisant ça, Marc-Antoine s'est joint à nous, puis après ça, Marc-Antoine s'est mis à vendre des jeux dans des boutiques aussi. Il a passé d'un gars qui regardait que des films à longueur de semaine à quelqu'un qui regardait que des règles à longueur de semaine. Mais je te laisse en parler. Oui, ben en fait, c'est ça. Quand je me suis joint à eux, j'ai vraiment embarqué à 100% dans l'aventure, puis on a essayé de pousser Pour moi, YouTube, ça a toujours été, dans ma tête d'universitaire de cinéma, c'était
l'endroit où les vidéos vont pour mourir. Donc, c'était vraiment l'idée de, OK, ton vidéo a pas fait, ton film n'a pas fonctionné en festival, il va finir sur YouTube, etc., etc. Puis, en embarquant dans l'équipe, ben, je me suis intéressé à ce médium-là, je me suis intéressé aux créateurs de contenu, puis j'en consomme énormément, j'écoute beaucoup, beaucoup de YouTube, puis c'est un vocabulaire qui est devenu vraiment plus proche de moi, puis que j'adore explorer. C'est vraiment un terrain de sable vraiment intéressant. Et c'est vrai qu'il faut pas trop mettre de mur entre les différents supports, mais il y a plein de façons de faire du YouTube, puisqu'on a des stars de YouTube. Vous noterez que j'ai pas non plus invité des gens qui ont plus de 100 000 abonnés. Ça existe aussi. Il y a peut-être, je sais pas si dans la salle il y a des créateurs de contenu avec des grosses chaînes qui regroupent des gros youtubeurs, comme on dit, de gros influenceurs, mais ça existe aussi. Ça commence à s'imposer également dans le monde ludique. Il y en a quelques-uns qui viennent. Ce sont des démarches un petit peu différentes. Ben, c'est ça, le maquillage prend moins de place sur YouTube depuis quelques années. Et c'est les jeux qui prennent la place maintenant. Fait que les tutos beauté, ça va. Hein? On passe à autre chose maintenant. C'est pas le même public, hein, quand même. Il y a moins de monde sur les jeux. Ça va venir, mais on n'y est pas encore tout à fait. Moi, j'y crois encore. J'y crois. Et donc, on a deux représentants de deux démarches qui sont vraiment assez différentes, puisqu'il y a les gens qui se lancent sur YouTube sans savoir rien faire. Je vais le montrer Ah ouais, plutôt non, parce que- ouais, c'est là, on part de très 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 bas. Si vous remontez sur la chaîne, il y a des vidéos, on entend plus les tractopelles et les gens qui marchent dans la rue que nous. Enfin, c'est un truc, enfin, c'est un truc d'adolescent qui filme ça dans sa chambre, quoi. C'est, quand je vous dis qu'on est là par hasard, c'est vraiment par hasard, hein. Après, t'apprends deux, trois trucs, mais, moi, quand je regarde vos vidéos, je suis là genre, ah oui, c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Mais c'est pas possible, en fait. C'est hier quand vous envoyez à l'as dehors des vidéos qui passent à l'intérieur des boîtes de jeux, je suis là genre oh ah non. Il faudra qu'on parle technique parce que je sais pas avec quoi vous avez fait ça, mais c'était impressionnant, oui. En fait, c'est une lentille qui s'appelle une probe lens. C'est un grand bâton avec une caméra. Ben, c'est une lentille, fait que tu la mets sur ta caméra. Et là, tu peux avoir l'air de voler par-dessus des boîtes de jeux. On savait même pas que ça existait. Notre idée, on avait en tête pour l'As d'or d'expliquer des jeux rapidement, mais avec un visuel d'oiseau, genre à vol d'oiseau. Mais on n'arrêtait pas d'en parler. Ouais. Et jusqu'à temps que sur Facebook, je vois une vidéo de ça et j'ai fait « Marc-Antoine! » C'est l'algorithme, ça. On a Être le trop plus parlé à près voix haute. possible des jeux. Puis c'est drôle parce qu'on s'est dit, genre, ah man, cette lentille-là, ça va être inaccessible, ça va être impossible. Et finalement, pour la location, c'était vraiment pas si mal que ça. Fait que, au niveau de l'équipement, des fois, pour un effet bien particulier, juste une location de. Ben, tu sais, parce qu'on n'aurait pas les moyens de l'acheter, mais c'était parfait. Puis ça faisait vraiment un bel effet. On s'amuse beaucoup avec le format, en fait. On aime beaucoup explorer des trucs. Avec les mini-critiques, on fait du fisheye, puis on s'est rendu compte que c'est la manière la plus simple d'avoir et le jeu et le visage de la personne en même temps. Il y a vraiment de l'exploration, le fun qui peut se faire à ce niveau-là. Puis, non, moi, je conseille vraiment à tout le monde de. Ben, c'est la meilleure place, là. Et pour YouTube et pour les jeux. Le format et le fond, tu sais, c'est la meilleure place pour essayer des affaires, puis se tromper, puis s'amuser. C'est ce que permet YouTube et que permet pas justement de faire de la presse papier, c'est que tu peux te dire, ben, j'ai envie de faire cette connerie, je vais le balancer, on va tenter des trucs. Ça te permet, c'est pas grave si c'est pas très bon ou quoi, tu vas le dire. Au fait, regardez cette vidéo, mais c'est pas très bon, on a tenté un truc, mais tu peux proposer des choses originales, ouais. C'est la force aussi du média. Et puis l'autre force du média, c'est qu'on fait des choses vraiment pas terribles au tout début. Moi, j'ai fait des trucs abominables. Et plus tard, on les retrouve, on les regarde. Vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait de trucs abominables. Mais moi, au niveau quand vidéo, même, on a fait des horreurs. Des fois, c'est le Far West un loin. peu. Parce qu'on a aussi, puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais on s'est aventuré dans le terrain des actual play de jeux de rôle. Oui. Alors, on a une session de jeux de rôle où on joue à Donjons Dragons avec les Appendices, qui sont des humoristes québécois qui sont des amis, puis on aime vraiment leur humour absurde. Puis la première partie, on faisait ça dans un bar. On ne savait pas trop, c'était un peu sur le coin d'une table. C'est une invitation du Festival Montréal Joue, qui a lieu en ce moment d'ailleurs, je pense. Et, mais tu sais, c'est filmé avec un micro au-dessus de la table, la caméra loin. On a Normand D'Amo, qui est une super vedette au Québec. C'est un comédien vraiment intense, puis il est de dos tout le long.
On l'entend à peine parler. Mais c'était super comme partie, puis c'était devant le public, c'était vraiment le fun. Mais un peu, c'est ça. Comme tu dis, on entendait plus souvent les verres et les gens qui Mais buvaient. nous, c'est ça sur la chaîne. En fait, c'est pas vexant, mais les vidéos qui sont le plus vues, celles qui dépassent 100 000, 200, 300 000 vues, c'est les plus dégueux. C'est-à-dire que notre top des jeux préférés qu'on a fait il y a 2 ans, c'est l'enfer, quoi. Une vidéo qu'on a fait pour dire il y en a marre du risque, de ceci, de machin, ça a été mais une galère à monter ce truc-là. Les prises de son, il y a rien qui va. On en avait tourné 8, on en a diffusé 4 dans une douleur absolue, quoi. C'était voilà, c'est celles qui sont techniquement les moins parfaites. Et c'est là où c'est marrant. Des fois, tu te dis, ben c'est pas dingo, mais bah tant pis, il y aura le contenu, quoi. Ouais, c'est la tyrannie du contenu aussi, Ouais. YouTube. C'est s'il y a quelque chose d'intéressant, la vidéo va transcender le format ou les défauts de la vidéo. Ouais. Je vais tester un truc. Je vais vous poser des questions que j'avais posées il y a 2 ans sur la presse généraliste, donc avec des gros mots, des mots comme déontologie ou comme le choix des sujets. Je vais voir si ça fonctionne aussi avec des youtubeurs qui sont des amateurs à la base. Donc des amateurs dans le domaine, en tout cas, pas des professionnels, qui deviennent des professionnels parfois, mais qui ne le sont pas à l'origine. Comment on choisit ces sujets? Comment on choisit les jeux dont on va parler sur vos différentes chaînes? Ben nous, on joue à des jeux et on se dit c'est bien et on a envie de le faire savoir que c'est bien. Point. C'est simple. Ouais, on va pas s'embêter. Ouais, ça s'arrête là. Est-ce que tu aurais dit autre chose? Je sais pas. Non, vraiment, on joue à un truc, on se dit putain, c'est bien ce truc-là. Faisons-le savoir. En fait, c'est l'envie de partager des trucs avec des gens. Mais oui, ce qu'ils jouent. Et c'est très indépendant de l'éditeur veut en parler ou quoi. Alors oui, c'est vrai qu'on parle plus souvent de nouveautés. Ça, c'est un truc Ouais. de jeux qui viennent de sortir. Je pense que c'est une déformation sans doute professionnelle des boutiques de mettre en avant des nouveautés. Il y a sans doute ces déformations-là. Mais non, là, on fait une vidéo dans laquelle on joue à des vieux jeux bientôt. Ouais, c'est vrai que ça part souvent de l'émotion, d'avoir joué à un jeu, d'être vraiment en feu après la partie, d'avoir fait comme « Wow, ça c'était bon, ça ferait tellement un bon vidéo, il y a tellement de choses à dire », puis des discussions aussi qui s'en suivent. Parfois, on joue à un jeu, moi j'ai aimé, les autres ont détesté, puis on est comme « Je comprends pas pourquoi vous avez pas aimé ça, parce que c'est sharp! » Puis des fois, vous êtes comme « Je comprends pas pourquoi t'as pas aimé Inish », puis là, je suis comme genre « Non, mais... » Puis donc, ça porte toujours de l'émotion, puis quand on sent qu'il y a une énergie autour de la table, ça va faire un bon vidéo, je pense. On a le goût d'en parler. C'est de l'amour du jeu, de la passion. Il faut que ça sorte à quelque part. Puis on fait beaucoup de meetings parce qu'on est nombreux. Oui, mais c'est ça qui était chouette parce que comme on vient du cinéma, de la télé, c'est les pré-productions, habituellement, c'est très long et très chiant. Mais là, c'est de prendre un scotch et de jouer à 8 jeux de société. Tout le temps, un Tout scotch. le temps. On est bourré, on sait jamais. Non, mais ça reste que c'est chouette. C'est juste ça. On teste des jeux, puis quand on a une bonne vibe sur le jeu, on fait comme, ben oui, on fait de quoi avec ça? On fait la vidéo comme ça, sur le goût. Alors Non, mais on la fait pas quand on est chaud, là. On attend, il faut préparer les trucs. De notre côté, on écrit des choses, voyons, là. Mais oui, c'est vrai que, puis parfois, justement, il y a tellement de titres. On joue beaucoup à des jeux, chacun de notre côté. Marc-Antoine, Raphaël, moi, Anne-Cat et Benjamin aussi. Donc, des fois, c'est sûr qu'on ne peut pas parler de tous les titres qu'on a essayés, mais au moins une fois par mois, on se rencontre, puis on met sur la table les projets qu'on a, parce que il y a, oui, les jeux, mais il y a différents formats aussi. On fait justement du jeu de rôle, on fait des explis de règles. Alors, on essaye de trier pour choisir ce qui nous intéresse le plus. Parce qu'il y a quand même, si je pose la question de comment on choisit les jeux qu'on présente, c'est que vous avez des chaînes aujourd'hui qui ont une réelle influence. Les gens les regardent aussi pour s'informer, pour savoir un petit peu ce qui sort et quel jeu acheter. Et qu'il y a tellement de jeux qui sortent qu'on est obligé de faire des choix. On est absolument obligé. Et que vous avez un rôle à jouer. Alors ce rôle, est-ce que ça vous pèse? Le fait d'être pas loin de l'information, finalement, vous devez informer d'une certaine manière. Est-ce que vous le voyez comme une obligation ou est-ce que vous en foutez royalement? C'est une bonne question. Garde le micro, Mais c'est vrai que ça nous touche quand même parce qu'on est conscient un peu de l'impact, surtout quand on fait une critique d'un jeu. Ouais. Puis on fait jamais des critiques de jeu si on trouve qu'il n'y a pas des bonnes choses à dire sur le jeu. Parce que parfois, on n'a pas aimé l'ensemble, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Puis des fois, on sent que ça ouvre la discussion sur un type de jeu ou sur tel type de mécanique ou sur l'expérience qu'on a tous autour d'un jeu.
Fait que des fois, c'est dur quand tu sais que tu vas dire des choses qui sont peut-être un peu plus négatives sur un jeu. Tu sais que ça peut... Ben, tu sais, souvent, on connaît les auteurs, on les a rencontrés. Fait qu'on sait que c'est plus difficile, puis on veut pas non plus décourager les gens d'essayer. On veut qu'à la fin de la vidéo, les gens aient envie de se faire leur opinion, mais que ça les aide peut-être à faire « Ah, ben ça, c'est pas mon genre. La façon que vous en parlez, je vais comprendre que c'est pas pour moi. C'est peut-être plus pour mes amis qui sont plus gros gamers ou mes amis qui sont plus jeux légers. » Donc oui, c'est sûr, c'est difficile parce que on veut pas couler personne. On sait à quel point c'est une industrie où c'est pas facile de faire sa place. Il y a des petites boîtes. On veut pas couler personne. On veut toujours juste penser aux joueurs puis à les aider à trouver le jeu qui leur convienne. Nous, on a fait très vite abstraction. On s'est dit, tiens, on va prendre des critères. On va parler d'un jeu quand il est dispo dans les magasins. On va pas dire, oh putain, c'est génial ce truc-là. Il sera réimprimé, je crois, l'an prochain. Hein. Mais qu'est-ce qu'on adore ça. Bon, ça sert un peu à rien. Ça crée de la frustration. C'est un peu débile. Mais après, on s'est très vite dit, tant pis si on n'aime pas l'éditeur, si humainement on n'aime pas l'auteur, eh ben tant pis. On est là pour rendre service à des gens. Vous voulez savoir ce qu'il y a de bien comme jeu? Ben il y a ça. Et tant pis si derrière machin. On est conscient qu'après des fois on va parler d'un jeu, c'est un petit éditeur. Tu prends l'an dernier il y a Yokai qui est sorti. Bon, moi j'ai trouvé ça fabuleux. Du coup, ça se vend un petit peu parce qu'il y a des gens qui disent bon, si lui a trouvé ça bien, c'est que potentiellement c'est pas si pire. Ça me fait super plaisir parce que c'est Banquise, c'est toute une petite maison d'édition qui fait ça et c'est top. Quand j'aime bien ce qu'il joue, ça m'ennuie déjà humainement un peu plus parce que le mec, c'est un jeu qui vend son jeu à 8 € sur Amazon. C'est un mec qui n'a pas spécialement de considération pour un magasin, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit, ben on n'en parle pas? Ben ouais, mais à un moment, qu'est-ce que tu fais? Tu es au service des gens, tu es au service de dire, ben moi je vous dis, ça c'est bien. Et si tu commences à dire, à te faire des critères de ouais, mais lui, machin, tu n'en finis pas. Donc hop, nous très vite, on a évacué ce truc-là. Et si ça rend service, on y va quoi. Après, il y a aussi des jeux, tu sais pas comment en parler quoi. Récemment, on a fait une vidéo sur Concordia. Putain, mais qu'est-ce que c'est galère d'expliquer pourquoi c'est bien Concordia quoi. Ouais. Parce que le jeu tu joues une carte à ton tour. Et c'est tout. Et expliquer derrière qu'est-ce qui va se passer dans le jeu, qu'est-ce que ça engendre quand t'es pas dans une partie, putain, la galère. Mais tu peux pas ne pas en parler, quoi. Alors ça se voit que tu rames, mais tu fais cet effort-là. Enfin bon, le but c'est rendre service. Ouais, puis au niveau de rendre service, même nous autres au Québec, il y a certains, on va souvent en France et on revient avec des jeux qui sont pas encore disponibles au Québec et peut-être qui seront jamais distribués au Québec. Puis on a commencé depuis peu à voir une influence sur les choix des jeux des exportateurs et de la distribution au Québec. Fait que c'est quand même assez chouette de voir des jeux comme je regarde, mais c'est parce que c'est lesquels qu'on a mis. Poul qui est rendu maintenant au Québec, parce que au Flip, on en a parlé, on savait exactement qui pouvait distribuer ça au Québec. On a dit ça, il faut que tu l'essayes. Souvent, on revient avec des jeux, puis on va voir les distributeurs au Québec. On fait, faut que tu essayes ça. Faut que tu essayes ça. Là, Cosmopolite, que c'est difficile parce qu'il faut que tout soit fait à l'endroit selon ce que la compagnie veut. Et nous, on a dit, il y a une seule place à Montréal qui pourrait faire ça. Fait qu'on est allé les voir, on a fait jouer avec le jeu, puis après ça, on va voir. Ça va être dur s'il y a 2 accents en même temps, du coup, dans Cosmopolite. Ouais. Québécois plus. Ouais, ils nous ont pas mis encore dans le jeu, mais bon, ça va. Ah oui, c'est un niveau de difficulté supérieur. Là. Ça va être la variante expert. Ouais. On va aller au Lac-Saint-Jean. Au Lac-Saint-Jean, une toutière avec des bleuets. Je veux dire aussi que, pour rebondir sur ce que tu as dit, Simon, l'inverse est aussi vrai pour nous. Il y a certains jeux, tu sais, dernièrement, il y a Maracaibo, on a sorti une critique, puis à prime abord, il y a plein de gens autour de nous qui étaient comme « essaye ça », puis moi, j'y ai joué, puis c'est un niveau un petit peu supérieur de ce que je joue d'habitude. Tu sais, genre, je joue des plus gros jeux aussi, mais on fait l'effort de jouer à des jeux qui sont un peu en dehors de notre zone de confort des fois pour justement pouvoir apporter une opinion puis un œil là-dessus. Puis au final, on fait des super belles découvertes comme ça. Tu sais. À l'inverse aussi, on écoute autour puis on essaie de voir. Puis c'est pour ça qu'on est dans des endroits comme le Festival de jeux à Cannes ici. C'est pour écouter les gens puis voir, hey, il faut que tu ailles essayer tel truc. Faut que tu Fait que tu sais, tu disais influenceur, mais moi, je suis un public avant tout. Là.
Ouais, vraiment, vraiment. Tu sais, tu me disais, j'ai écouté votre vidéo sur Parks, je suis content, on va pouvoir jouer. C'est ça, je pense que, tu sais, c'est la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait aussi, c'est qu'on est fan puis qu'on veut juste partager notre passion, tu sais. En tout cas, moi, c'est mon axe. Ouais. Donc effectivement, on parle beaucoup des jeux qu'on aime bien, mais ça c'est avec les contraintes que tu as évoquées, notamment sur Skijo, même si ça te plaît moins, notamment sur Concordia, même si c'est compliqué. Mais les jeux qu'on n'aime pas, est-ce qu'on les met en avant? Est-ce qu'on signale qu'on n'aime pas un jeu? Est-ce que le fait de parler d'un jeu qu'on n'aime pas, ça permet de mieux parler d'un jeu qu'on aime bien après? Alors nous, on ne parle pas des jeux qu'on n'aime pas. Toi, tu n'en parles pas. Non, enfin, qu'est-ce que tu vas faire une vidéo pour dire alors ça, c'est pas bien, je vous conseille pas, ça c'est pas bien. Alors déjà, c'est pas bien, c'est toujours méga subjectif, bon, mais certes. Et après, mais quelle perte de temps et d'énergie. De toute façon, si un truc est pas bien, le marché va s'autoréguler, le truc va disparaître, quoi. Oui, mais je te parle aussi des jeux qui potentiellement sont peut-être bien, mais que toi t'aimes pas. Est-ce que tu dis c'est pas pour moi, mais peut-être ça intéressera d'autres personnes? Ah mais c'est le drame. S'il y a un truc qui est vraiment qui plaît à tout le monde et que personne dans l'équipe n'a accroché, on va pas pouvoir le défendre. Mais c'est pas très grave. On n'est pas. Regarde, on n'est pas tout seul. On est plein. Il y en a d'autres qui vont le défendre encore plus. Moi, ça me va. Hein, non, tant pis, je suis pas là pour parler de tous les jeux parce que tout le monde en parle et qu'il faut en parler. De toute façon, si j'ai pas les arguments pour expliquer pourquoi j'ai trouvé ça bien, si je me force à dire, putain, c'est super parce que tu te déplaces de 2 cases je vais pas trouver le truc, quoi. Et ça va pas marcher. Non, vraiment, je me force pas là-dessus. Hein. Nous, ça nous est arrivé de parler des jeux qu'on voyait des qualités, qu'on a vu des qualités, puis qu'on était comme, OK, on comprend pourquoi, on sait à quel public ça s'adresse. Moi, ça me parle pas nécessairement. Ça, souvent, ça va tomber dans nos mini-critiques. Si on a cette opinion-là sur un jeu, là, je dis pas que toutes nos mini-critiques sont comme ça, au contraire, mais ça va arriver. Mais comme tu dis, Simon, un jeu qu'on va se dire, on pourrait pas faire une vidéo en faisant, vous savez, le jeu que personne n'a entendu parler, qui est pas bien, ben il est vraiment pas bien, jouez-y pas. Ouais, c'est ça. Genre, personne veut regarder. Nous, on veut pas faire la vidéo, vous voulez pas la regarder, fait que ça sert personne. Puis tu sais, déjà, je pense qu'humainement, c'est pas toujours très agréable pour un éditeur, pour un auteur, de te dire, mais putain, personne le critique, mon jeu. Ouais. Si en plus, les seuls qui débarquent, qui vont dire, putain, j'y ai joué, bouh, l'horreur, là, j'étais pas fin. C'est fini. Moi, je suis conscient que notre boulot de critique, il peut être assez désagréable pour un auteur, pour un éditeur, c'est pas plaisant, quoi. Je vais pas rajouter une surcouche, quoi. Mais tu peux détester des jeux avec passion, par contre. Tu comprends? Mais, vous avez déjà joué à Puerto Rico. Vous avez joué à Seafall. Nous, on a passé au travers Seafall au complet parce qu'on voulait. On a aimé Seafall. Voilà. Mais nous, on l'a hate-playé, on l'a joué jusqu'à la fin pour pouvoir en parler. Puis finalement, on n'a jamais trouvé l'énergie de faire cette vidéo-là. On avait tout perdu en y jouant à ce jeu-là. Ouais. On avait tout perdu! Mais oui, puis c'est ça. Mais l'affaire, c'est que là, le gros truc, c'est que pour faire une critique d'un jeu, on y joue souvent. On joue pas qu'une seule fois. Donc là, on joue 4, 5, 6 parties d'un jeu qu'on n'aime pas. C'est beaucoup d'énergie négative en même temps. Après ça, on va écrire le texte, réaliser la vidéo. C'est encore beaucoup de temps négatif avec une énergie de merde. Puis après ça, il va falloir qu'on fasse le montage. On parle d'une 20aine d'heures à monter une vidéo pour finalement que dire de la merde sur de quoi. Tu sais, c'est que de l'énergie négative. Il faut que ça ouvre une discussion. Moi, c'est toujours ça qui me stimule à faire une critique. C'est quand ça ouvre une discussion au sein de l'équipe, qu'il y a de différents points de vue. Tu es comme, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Puis ce qui est génial avec YouTube aussi, là, puis vous en conviendrez peut-être, là, mais c'est la communauté. C'est que tu as vraiment un retour avec les gens direct, puis les gens, tu as l'impression de les connaître parce qu'il y a des gens qui reviennent dans les commentaires, puis tu peux répondre aux commentaires. Puis nous, en tout cas, moi, j'adore les commentaires parce que même si on trouve des purs trolls en grand nombre, il y a aussi beaucoup de discussions très intelligentes puis très intéressantes, puis des fois des contrepoints sur ton idée de base d'un jeu, en faisant « Ah ouais, mais du coup, est-ce que vous avez pensé à ça et ça? » Puis là, soudainement, la critique continue de vivre dans les commentaires, parfois même des années plus tard, il y a un commentaire qui va ouvrir quelque chose que tu n'avais pas vu dans un jeu. Fait que moi, c'est ce qui me plaît particulièrement des critiques sur YouTube, c'est la discussion très vivante, très humaine que ça déclenche. Et alors, cette question que j'ai abordée, qui est un peu la différence entre faire de la publicité aussi ou de l'information ou du divertissement, il y a les 3 thèmes qui se mélangent un petit peu.
Il n'y a pas qu'une réponse, là. Effectivement, on est 5 autour de la table. On a des regards un petit peu différents. Moi, je suis très travaillé là-dessus aussi sur notre chaîne. On se pose beaucoup la question de faire de l'information. Et effectivement, faire de l'information, c'est traiter aussi de tous les jeux qui sortent, même ceux qu'on aime moins. On ne l'a pas résolu à notre titre personnel. Vous avez une réponse qui est la vôtre et bon, c'est très variable selon les chaînes YouTube. C'était des réponses assez différentes quand on avait fait la conférence sur la presse où là, effectivement, la critique, elle couvre un petit peu tout. C'est pas le même regard quand on est sur YouTube. Et vous cherchez à faire du divertissement. La question du divertissement, donc on l'a évoqué un petit peu, c'est important pour vous, en dehors du sujet que vous abordez? Ben, en fait, nous, à la base, comment ça a été créé, c'est qu'on trouvait que les vidéos sur les jeux de société, ça se prenait un peu la tête. Puis on voulait justement un peu lousser ce truc, puis de faire, hey, c'est un milieu que les gens ont tellement de plaisir autour d'une table, pourquoi ils l'ont pas quand ils font une vidéo? Genre, essayer juste de ramener le ludisme dans le ludisme. C'était un peu notre mandat à la base, c'est de faire que, mon Dieu, on va s'amuser ensemble, puis essayez ce jeu-là, vous allez avoir du plaisir, puis de donner le goût aux spectateurs d'aller. C'était vraiment ça, c'était plus notre point de vue au débat. Ouais, des fois, nous, quand on fait des vidéos, je dis des énormités, des trucs, genre, mais tu peux pas dire ça. Mais si on dit pas des énormités sur des vidéos de jeux, on les dit où, en fait Ben oui. C'est là pour se marrer à la base, quand même, donc faut y aller, quoi. On se fait un blanc manger coco, mais on dit rien de con. Non, mais c'est ça. C'était vraiment très important, l'aspect divertissement, parce que c'est nous, en fait, c'est là, tous les gens qui nous ont inspirés aussi, parce qu'on consomme énormément de YouTube, puis il y a des chaînes extraordinaires en France, mais aussi, moi, les premières chaînes que j'écoutais, c'était Beer and Board Games, par Blame Society aux États-Unis, qui font, comme le titre l'indique, ils jouent à des jeux vraiment mauvais en buvant vraiment beaucoup de mauvaises bières. Puis, man, c'était tellement drôle, c'était tellement simple. C'était drôle! Mais ils le font encore, là, ça fait longtemps qu'ils le font, une douzaine d'années, je pense. Puis Shut Up and Sit Down aux États-Unis, en Angleterre, qui ont un impact immense, puis ils sont drôles, ils sont sympathiques, leurs vidéos sont bonnes. Mais en Allez même temps, voir ça, c'est en anglais, certes, mais Shut Up and Sit Down, c'est un truc, c'est balèze, quoi. Ah oui, puis ils ont un impact réel. Dès qu'ils font une vidéo sur un jeu, bam, ils montent en première position des top BGG. Ils ont un impact immense, ils sont très cons. Ils font des blagues avec des marionnettes. C'est hyper inventif, tu comprends ce qu'est le jeu, c'est drôle, c'est exactement ce qu'il faut, c'est redoutable. Fait que c'était vraiment nos inspirations, puis c'est des gens rigolos qui prennent le jeu à la légère. Le divertissement, c'est important. Nous, on a commencé par faire de l'information pure, on avait envie de faire de l'information, puis on est passé à un très mauvais divertissement. Et maintenant, on essaie de faire un petit peu des deux. On espère avoir progressé un peu en divertissement, mais on essaie de faire les deux. C'est vrai que tu es très mauvais. Sylvain s'ennuie un peu. Si vous avez une question à lui poser sur le thème là, de l'information ludique, parce qu'on va passer à d'autres choses après, si certains ont envie d'intervenir à ce moment-là, c'est le moment. Moi, je voulais savoir, vous faites des vidéos parce que vous en avez envie, mais est-ce qu'à l'inverse, les éditeurs peuvent essayer de vous influencer ou des auteurs que vous connaissez? Nous, vraiment pas. En fait, le truc qu'on s'est toujours dit, c'est jamais on va être payé pour faire une critique. Bon, ça fait en sorte qu'on ne fait pas d'argent, mais mais c'est surtout en sorte, on voulait garder ça, c'est le côté que lorsque Etugame critique un jeu, que ce soit positif, négatif, peu importe, il n'y a jamais d'argent qui a été mis de la part de l'éditeur. Et c'est pas que les éditeurs nous l'ont pas demandé. Parlez-en, en bien ou en mal, je m'en fous, mais parlez-en. Non. Genre, ça arrivera pas. Il y a d'autres façons de faire, mais pour nous, on peut pas acheter une critique. Même après la vidéo. Non. Mais de toute façon, dans le monde du jeu, je pense pas que ça... ou alors je pense pas que ça existe. Je pense pas qu'il y ait un éditeur qui se dise je vais payer des gens pour qu'ils me fassent une critique positive dans le jeu. Je pense que ça n'existe pas. Le mec se serait grillé à la minute, quoi. C'est ça, on n'entend plus parler de lui de toute façon. Ouais, mais c'est... Alors c'est plus compliqué sur les grosses chaînes. Il y a une rumeur qui court souvent, les youtubeurs se font acheter en se faisant offrir des jeux. Je voudrais couper directement cette rumeur. On ne peut pas acheter quelqu'un en lui offrant un jeu. Quand on connaît la valeur d'un jeu et le temps j'ai essayé que ça prend de faire une vidéo... j'ai essayé de payer mon loyer en boîte de jeu, puis ça n'a pas fonctionné. Non, mais la question de l'influence, elle est galère, en fait, parce que tu joues dans un festival, tu vois, c'est l'éditeur qui va nous y faire jouer, ou il y aura l'auteur qui va nous y faire jouer. Et t'as beau te dire...
bon, on m'influence pas, machin, machin. En fait, on est humain et je pense que c'est le cas de tout le monde. T'es toujours influencé par l'environnement dans lequel tu joues. Moi, oui, certes, on parle d'un jeu parce que ça nous plaît, mais il y a des fois, ça nous plaît parce que l'auteur, on le connaît, qu'on le trouve sympa, parce qu'il y a un mélange de tout ça. Même si tu essaies de faire une abstraction de ça, je pense que humainement, personne ne peut y arriver. Ça n'existe pas, quoi. Ou alors, faut vivre dans une grotte, dans la forêt, payer tes jeux toi-même, y jouer avec toujours les mêmes gens. Enfin, c'est compliqué, quoi. Mais d'où c'est important d'avoir l'impression de connaître un peu les YouTubers, de cette impression-là de. Tu sais, c'est drôle parce que c'est la première fois qu'on se rencontre, puis il y a ce sentiment-là de genre, hey, j'ai l'impression de te connaître parce que j'ai vu tes vidéos, j'ai vu ton énergie, ce que t'aimes. Puis on dirait que ben, ça t'aide à connaître les biais de la personne, puis faire, ben moi, je suis comme lui, j'ai les mêmes biais, les mêmes. Je pense, voilà. Je pense que c'est important. Je le dis. Mais c'est important de s'informer sur les chaînes YouTube puis sur ces trucs-là parce que on aime ça. T'sais. Moi, dans le fond, j'ai grandi, ouais, quand même, je suis pas si grand que ça, mais j'ai grandi avec Trick Track, j'écoutais toujours les vidéos, puis j'apprenais les jeux comme ça, puis encore aujourd'hui, quand je veux apprendre un jeu, puis que je vois nulle part où est-ce qu'il pourrait être, ben je sais qu'il est sur Trick Track, il est tout le temps là. Fait que c'est d'aller voir partout les trucs, puis de s'informer, puis de voir, le passe-temps, on a tellement de plaisir à regarder vos vidéos, mais c'est toujours ça, c'est toujours d'aller s'informer, de prendre un peu de partout, puis mais c'est un peu notre job de faire ça, j'ai l'impression, tu sais. Mais attention. Non, mais tu sais, là, on parle beaucoup de vidéos créatives, on parle de vidéos d'opinion aussi. Tu sais, pour nous, depuis le début, on dit notre opinion, on ne l'achète pas vraiment, mais on fait depuis quelques années maintenant des vidéos d'explication de règles. Ça, c'est des vidéos qui sont commanditées. On fait des vidéos, on fait beaucoup de sketchs aussi, des trucs qui parlent du jeu, mais plus des mécaniques, etc. Mais vraiment, notre opinion, non. Mais il y a d'autres manières qu'on peut faire des vidéos qui servent aussi les éditeurs et les distributeurs. Ce qui est drôle, c'est que souvent, les gens, ils sont comme... Là, votre top 10, là, ça a été commandité par qui, ça? Tu sais, mettons, dans les trolls, là, on est comme, mais non, on les aime pour vrai. Fait que des fois, on est en train de faire la vidéo, puis on fait... On est en train de kiffer grave sur ce jeu-là, et c'est parce qu'on kiffe grave, là. Mais tu sais, c'est vrai, on parle de biais puis d'influence, tu sais, on n'est pas acheté par des boîtes, mais c'est sûr que si je dois passer 3 mois pour trouver la boîte de ton jeu, ça se peut que j'en fasse jamais une critique. Parce qu'il y a des jeux que je suis comme genre, oh, j'ai tellement envie de jouer à ça, puis on fait le tour de la ville, on appelle tous les gens qu'on connaît pour trouver la boîte. Puis des fois, on a vraiment beaucoup de mal, alors qu'il y a des éditeurs, des distributeurs avec qui on travaille, que c'est jamais un problème. On est toujours capable de jouer le jeu, de le trouver, ou d'au moins de l'emprunter pour jouer. Mais là, c'est sûr que c'est un autre biais. C'est plus facile de faire une critique puis de l'intégrer dans notre top de l'année quand on l'a la journée de la sortie. On en revient donc aux questions du financement. Les enchaînements se font tout seuls, c'est magnifique. Commandité, je traduis, ça veut dire vidéos sponsorisées. Donc vous avez, des vidéos qui sont sponsorisées. Oui, pendant longtemps, on a essayé de trouver quoi faire pour faire en sorte qu'on puisse ramasser un peu d'argent qu'on puisse nourrir Doyon. Et on a trouvé quand même, on a sur Patreon, on a un Patreon, dans le fond, qui ramasse des sous à tous les mois, qui nous en envoie, parce qu'ils en prennent aussi un peu, les enfoirés. mais ouais, Patreon. Sinon, dans le fond, c'est qu'il y a même des boutiques à Montréal qui eux autres donnent de l'argent pour que justement ils puissent avoir une petite visibilité dans le coin dans notre vidéo. Ça, c'est une façon de faire. Et comme c'est des boutiques ou des distributeurs, mais ils influencent en rien tout ce qui est sur notre page. Bien entendu, on a carte blanche toujours. Mais on a essayé vraiment longtemps de trouver un format à vendre qui serait intéressant. Puis c'est là qu'est arrivé les explications de règles. Et là, essayer de trouver, on a bâti le studio, on a comme essayé de trouver une façon. Puis ça a été comme ça, un format. Ça a pris 2 ans, puis ouais. La question du financement, elle est très importante. Nous aussi, on se la pose. On a une plus petite chaîne, mais on s'arrache les cheveux. Je deviens un peu chiant en ce moment. Dans les festivals, je me rends compte. Fais pas oui avec la tête, Sylvain, je t'ai vu. Non, mais c'est quand tu dis on s'arrache les cheveux. Ah oui, non. Effectivement, quand on croise les éditeurs, on nous demande comment ça va, comment vous en sortez, et on en revient toujours aux questions du financement. On s'en sort pas trop, on ne sait pas comment faire. C'est très compliqué de trouver des financements. On a le même problème. Nous, on veut surtout pas sponsoriser nos conseils, et comme c'est pratiquement notre seul format, c'est très compliqué de savoir comment vivre. Alors,
On a les mêmes solutions. Nous, on a fait un Tipeee, donc c'est comme Patreon. Puis les gens, ils pensent que YouTube est très payant, mais c'est très payant quand ça arrive Ça loin. ne rapporte rien. Non, c'est ça. C'est 1$ pour environ 1000 views. Ouais, c'est ça. Fait que. il faut qu'on se Attends, fasse- je vais chercher Ah, des tu l'as? stats à un moment. Genre de notre dernière vidéo, genre qui a fait 40 000 vues, je crois qu'on a gagné, je sais plus, genre 20 euros. Je sais plus. Enfin, c'est débile. En fait, il faut voir que quand on met une vidéo en ligne, bon, on a joué à des jeux avant. Enfin, on a passé du temps à essayer plein de trucs. On compte pas. Après, on se donne rendez-vous pour tourner. Alors, on est 3, on est 4, et on y passe 3, 4 heures, machin. Bon, on considère déjà qu'il y a une vingtaine d'heures de boulot sur des gens répartis, rien que pour tourner. Après, t'as le mec qui va faire le montage. Alors, lui, il va prendre 10, 15, 20 heures dans la figure, si ta vidéo, elle est un peu longue, quoi. Après, il faut faire une petite miniature, faut la poster partout, faut vérifier que les gens disent pas de conneries dans les commentaires. En fait, la moindre vidéo qui va sortir, t'y as passé 40 heures. Sauf qu'en fait, 40 heures, c'est une semaine de boulot, normalement, dans la vie de quelqu'un, et qu'à la fin, il a gagné 300-400 euros. Et là, non, t'as 20 euros. Et on te dit, vous êtes la plus grosse chaîne. Ah oui, bah, vous, dis donc, c'est ça. Enfin, tu peux pas le faire, ou alors, il faut grossir, et c'est un autre truc. Mais, à la base, tu vas manger des pâtes à la fin du mois, quand même, hein. Ouais. C'est pas hyper rentable, cette histoire. Puis la passion, c'est génial. Puis nous, ça nous drive toujours, cette passion-là du jeu. Mais sur le long terme, tu sais, on a tous des familles, on a tous d'autres emplois, on est tous travailleurs autonomes en cinéma, en théâtre. Ben, tu sais, éventuellement, il faut qu'il y ait ces monétisations-là qui rentrent. Et là, nous, on a plein de systèmes mis en place. Et c'est d'un peu notre travail aussi de sensibiliser les gens, aussi notre public, mais tous les gens de l'industrie avec qui on travaille, de faire, ben, ça a une réelle valeur. Tu sais. Puis si vous considérez qu'on est important dans l'écosystème du jeu, soit pour vous faire découvrir des nouveaux titres ou pour faire découvrir vos titres, ben, je pense qu'il faut tous ensemble donner l'espèce de petit boost pour les soutenir, ces chaînes-là. Alors, s'il y a une chaîne que vous aimez, même si c'est une toute petite chaîne, que vous écoutez juste 1 ou 2 vidéos par année, des fois, d'aller voir s'ils ont un Patreon, d'aller voir s'ils ont une petite levée de fonds, de leur acheter de la merch, ben c'est énorme des fois pour ces petites chaînes-là de les faire vivre puis de leur permettre de continuer parce que c'est vrai que des fois, on fait comme « Ah, ben eux autres, ils font plus de vidéos, qu'est-ce qui arrive? » Ben, ils sont morts. Non. Alors, nous, on a un magasin et les gens nous achètent des jeux. Je Ouais. sais pas calculer exactement, faudrait que je me foute les nez dans les chiffres de est-ce que ça c'est rentable ou pas, mais on a la chance d'avoir des gens qui disent ben ok, je vais vous l'acheter ce jeu-là, j'ai bien conscience que je vais payer, je vais le payer au prix public normal, donc je vais le payer plus cher que si j'achetais à gauche ou à droite ou sur Amazon ou le truc, mais on a la chance d'avoir des gens qui jouent le jeu, qui nous soutiennent là-dessus quoi. Pas de quoi s'acheter un yacht aux Bahamas, tu vois, c'est pas un truc et puis c'est pas un acquis, mais voilà, ça. Merci à tous les gens qui nous achètent des jeux. Puis il faut pas avoir peur non plus de, justement, on disait, on est sur Internet, etc. Faut pas avoir peur d'essayer des choses. Tu sais, je veux dire, c'est pas grave de se partir un Patreon ou un Tipeee ici, Non. en France. Tu pars, tu reçois rien, tu le fermes, c'est pas grave. Je veux dire, tu l'essayes, tu peux essayer un nouveau format, tu peux proposer, tu peux en discuter avec les gens, avec des éditeurs qui veulent te soutenir. Tu sais, nous, avant qu'on commence à monétiser des vidéos, on a fait des meetings avec des personnes qui sont près de nous dans ce milieu-là. Tu sais, je salue Christian du Scorpion Masqué, puis Joël du Randolph, puis ils nous ont donné des conseils, puis on a fait, OK, comment eux, c'était important ils voyaient l'importance de ce qu'on faisait dans l'écosystème du jeu au Québec, puis ils nous ont dit, OK, ben les gars, commencez à regarder ça, essayez ça, etc. Nous, on peut vous donner un petit montant. Si jamais vous nous offrez justement une visibilité sur les vidéos, on peut vous donner un petit peu de sous. On est comme, OK, on va l'essayer, puis à chaque année, nous, on fait des suivis avec les personnes, puis on est tout le temps, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça peut être mieux? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Comment on peut améliorer? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? C'est vraiment important pour nous puis il faut pas avoir peur de le faire, puis de réussir ou d'échouer, puis de s'adapter, puis c'est pas Est-ce grave. qu'aujourd'hui vous en vivez ou est-ce que on est encore loin de l'équilibre? Ben, en fait, je vous dirais depuis le mois, pour nous autres, là, ça fait 5 ans qu'on fait environ 40 heures semaine dessus. Et depuis le mois de mai, Marc-Antoine et moi, on peut maintenant payer le loyer avec ça. Ce qui est quand même mon début. Après, il faut rester à manger, mais... Mais vous faites encore des gigs, je veux dire, on travaille oui. encore en dehors de Etu Game. mais ouais, Etu Game, donc on a été capable de le monétiser, mais ça reste un de nos piliers. Mais on a pu décider de dire non à plusieurs trucs
depuis le mois de mai. Chose qui, habituellement, j'étais tout le temps, ah ben là, je vais essayer de faire la publicité pour que je puisse, nanana. Puis là, on a juste fait, non, je fais plus de pub. Et même Tu fais plus de pub? Non, mais... Même le rap de Subway? Ouais, ben là... Parce que, je sais pas si vous allez le voir en France, mais Raph, il danse dans un... il danse et il chante aussi, hein? Eh, oh, ça va, là, hein? Non, mais c'est parce que avant, je faisais toutes les auditions de publicité qu'il y avait au Québec que je pouvais faire, je les faisais. Mais ça finit par te jouer après le moral quand on te dit « Ah, t'es trop petit, t'es trop blond, t'es trop con, ça marche pas. » J'étais comme « Bon, OK, fait que maintenant, je peux les cibler. » Ils sont tellement méchants. Non, ça me tente pas. Non, j'ai pas envie d'y aller. Fait que, puis même, on a arrêté de faire des corpos beaucoup avec nos compagnies respectives pour se concentrer davantage sur Etu Game. Ce qui est quand même cool. Moi, j'étais assez fier de ça. Mais je sais qu'il y a une question. Oui, c'est ça. Hein? Ah, là, il y en a deux, t'imagines? J'arrive. Merci. Tout d'abord, combien recevez-vous sans sollicitation, sans appel, sans quoi que ce soit, combien vous recevez de boîtes par semaine ou par mois à tester? Alors, attends, On ne demande rien indirectement, on vous dit le truc, voilà, on tend la perche, sans vous avoir sollicité, vous recevez le truc, et puis bon, ben, juste avant, essayez, oui, vous parce faites que une vidéo si ça marche ou pas. c'est un thème qui me travaille un peu parce que je l'entends assez souvent, puis ça a Ouais. tendance à m'énerver un petit peu. Ah, désolé. Alors, pas la question, hein, Et mais bim. le discours qu'on a sur le fait que les gens sont influencés par le fait de recevoir des jeux, ça nous permet de les tester, ça Non, c'est non, super. mais attends, on respecte ce que Et- vous avez dit. Vous avez dit, vous en parlez surtout, pas pour le dégainer le truc, mais pour dire, il est bien. Mais dans l'autre sens aussi, Donc, dans l'autre sens, il y a des youtubeurs, dont Jérémy notamment, qui tient la chaîne Ludema, qui me dit bah, moi maintenant je refuse tous les jeux. Je veux pas revoir de jeux parce que ça va nous influencer et ça nous met une pression. Mais j'ai aussi envie de dire l'inverse, il faut pas refuser les jeux. Nous, on dit aux éditeurs ne nous les envoyez pas si pour vous il y a un problème, mais si vous voulez qu'on les joue, bah, envoyez-les nous. Non, En mais il y a presse aussi, papier, il y a aussi la question de est-ce qu'on a le temps de jouer à tout? oui, bah ça c'est autre chose. Mais en presse papier, où les questions de déontologie sont très très importantes, on n'a jamais vu un éditeur de presse papier qui fait de la critique littéraire dire aux éditeurs de livres mais m'envoyez pas vos livres. Bien sûr que non. On a absolument besoin du support. Ça n'est pas un paiement et ça n'est pas une pression particulière. Oui, puis nous, comment on le gère aussi à l'interne, c'est que on reçoit certains jeux, on les essaie, on décide oui ou non si on en parle, puis après ça, on va faire des événements avec des amis ou des fans. On fait un événement, puis on va faire un tirage au sein du truc, puis on va redonner souvent ces jeux-là. Tu sais, c'est même pas des trucs qu'on garde la majorité du temps. Pour répondre directement à ta question, sans sollicitation, nous, on en reçoit très, très peu. Nous, systématiquement, il faut qu'on le demande, il faut qu'on écrive, qu'on dise « Hey, tel truc ». On en reçoit, puis il y a des gens qui nous écrivent, mais je ne serais pas capable de mettre de chiffres vraiment à la semaine, Nous, zéro. Là. on le quantifie un peu différemment. Nous, on reçoit tous les jeux qui sortent dans notre magasin, parce que c'est notre boulot de vendre des jeux. Chaque semaine, j'estime qu'il sort entre 10 et 15 jeux dans le monde du jeu au magasin. Dans ces jeux-là, ouais, c'est terrible, c'est une avalanche. Dans ces jeux-là, qu'on nous a envoyés en mode on voulait voir. Alors, c'est pas tout particulier des boutiques. En fait, quand tu commandes des boîtes, t'en as toujours une qui t'est envoyée gratuitement parce que t'es une boutique et parce que t'as la commandé X machin. Mais sinon, parce qu'on nous a envoyé, parce qu'on est une boîte de presse, je l'estime à 2 ou 3 par semaine, grand max. Et les 2 ou 3, souvent, Baptiste a l'air de dire moins ou plus. Moins. Plus, 2, 3. Et encore, souvent, c'est parce que t'as fait un mail pour dire bon, ce truc-là, si on tourne à telle date, si on peut l'avoir à voir, on peut se faire un avis sur la question. Puis c'est gênant aussi pour nous de demander des boîtes parce que on joue à 70, 100 jeux. On en parle de 10. Et donc, t'as 90 personnes qui se disent quel connard, j'ai envoyé ma boîte pour rien. Donc, ouais, 2 ou 3 par semaine, je te dirais, un truc comme ça. Mais maintenant, nous, on leur dit à tous les gens qui veulent nous envoyer des trucs de faire. Nous, vous pouvez nous l'envoyer. On ne exactement. Voilà, On garantit rien. Tu sais, peut-être que finalement, ça va faire partie d'une photo Instagram avec c'est ce que je t'explique. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est qu'une vidéo, ça te coûte énormément de temps, donc énormément d'argent. Si tu considères que parce que l'éditeur t'a envoyé une boîte, il faut que t'en parles, l'éditeur, la boîte, elle lui a coûté 5 € à fabriquer. Toi, tu as passé 40 heures. Tu dis, mais attends, 5 €, 40 heures, qu'est-ce que je suis pas un Chinois ou un esclave? Ça va pas du tout, quoi. Les Chinois sont C'est que t'es mieux filmé payés que en ça. ce moment. Juste.
T'as rappelé qu'il y a On a deux- dit que sur deux YouTube, on pouvait caméras. dire des horreurs. Ok, c'est c'est ça bon, c'est parfait, c'est bon. Simon, tu ne dis pas n'importe quoi. Tu fais attention à ce que tu dis lors de la conférence. Et moi, je n'avais pas répondu. On reçoit 3-4 jeux aussi par semaine environ. Je ne saurais pas dire exactement, mais j'ai un discours qui est tordu parce que je réponds systématiquement aux éditeurs qui nous posent la question est-ce qu'on peut vous envoyer vos jeux? Je réponds non, nous, on ne les demande pas. On met un interdit là-dessus. Ne nous envoyez pas de jeux. Ceci dit, beaucoup d'éditeurs bravent cet interdit et ça nous aide beaucoup. Donc voilà, Des après, rebelles. s'ils veulent. Il y en a qui n'envoient pas, il y en a d'autres qui envoient. C'est Je pense qu'il faudrait intéressant. poser la question à d'autres chaînes qui ne mettent pas d'interdit. Bon, et après, qui s'ils jouent le peut-être jeu auront et qu'ils plus. considèrent qu'il n'y a pas d'engagement derrière, il n'y a pas de, enfin, y a pas de Non. problème. Hein. Ouais. Parce qu'après tout, envoyer une boîte de jeux qui leur a coûté que dalle à fabriquer, bon. Puis, Voilà. mais j'ajouterais par contre, nous, j'ai l'impression qu'on joue à la grande majorité des jeux qu'on reçoit. Et comme on est 5, on est capable de se bouncer. On sait, OK, Ouais. ça, c'est un jeu que Pierre-Louis va aimer. Nous, On on met de a, côté. nous, on a Rachel Ouais. qui joue à 2 jeux tous les soirs et un jeu tous les matins. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ah ouais, c'est fou. Et C'est nous, fou. on s'arrache les cheveux sur les gros jeux, on a du mal en ce moment, on a du retard. Mais Sylvain est pas très amateur et du coup, je dois y jouer tout seul, donc c'est très compliqué. Attends, Trouver des groupes, des soirées, puis... J'avais une deuxième question. Pour la boutique, combien de clients viennent parce qu'ils ont vu une vidéo? Parce que là, ça vous touche directement, C'est quoi, du coup. incalculable. Tu peux pas demander aux gens, mais pourquoi Non, vous mais êtes il y en là a- ou non, mais qui quoi vous l'ont dit spontanément. Ah, j'ai vu ça sur YouTube. Enfin, Alors, t'as des gens qui rentrent dans le magasin, disent bonjour, on veut ce jeu-là. Et tu leur dis, bah, ok, ça fait 19 €. Ils te regardent. Mais c'est vous? Je fais, oui, parce que le mec, il vient d'acheter sur la vidéo. C'est incalculable. Alors, on se posait la question l'autre jour de combien de gens qui viennent dans le magasin nous connaissent sur YouTube et d'une certaine façon, je dirais un client sur 3. Je dirais 30% des gens qui sont dans le magasin savent qu'on fait des vidéos sur YouTube et d'une façon ou d'une autre nous suivent là-dessus. Ouais. Est-ce que vous l'affichez dans la boutique? Ouais, voilà. Ce que je te dis, c'est un calcul. Ouais, bah oui, heureusement. Ouais, non, ouais. C'est inquantifiable. Mais il y en a, évidemment. Il y en a, bien sûr. Ouais, bien sûr, bien sûr. et les taguer avec un code promo ridicule, avec une remise ridicule, mais qu'ils utiliseront du coup pour les tracer, ça, non, ça vous y avez pas pensé? Non, comme ça, moi, vous avez le retour sur... Enfin, vous savez à peu près d'où ça vient, quoi. Non, c'est juste un truc à 1 balle, quoi. Enfin, vous faites gagner 1 €, enfin, vous grattez un peu sur la marge, mais bon. Je sais pas. C'est juste pour tracer, quoi. Voilà, bon, parce que le trace, c'est On fera une réunion, la campagne promotionnelle du passe-temps. Après, Ouais, si voilà. tu veux, là, comme ça, je... On va enchaîner avec la question, alors une question qu'on pose systématiquement quand il y a une conférence YouTube, la question de la gestion émotionnelle de ce support-là, qui est, je te regarde toi, mais ça concerne tout le monde. Alors vous avez l'air d'être une sacrée équipe. Est-ce que vous avez déjà eu des coups de blues, des coups de pression, des... Oui, en fait, le premier Cannes, c'est drôle parce que... Ah ouais, on va y aller. Et la première fois qu'on est venu à Cannes, on est venu avec un autre réalisateur qui était le premier réalisateur d'Etu Game avec un perchiste et finalement, ils ont décidé à Cannes, jour 1, que ça leur tentait plus. Fait qu'il a fallu qu'on prenne les caméras et qu'on fasse 30 entrevues. On n'était pas connus du tout. On allait voir les éditeurs. On était comme hey, « Bonjour, est-ce qu'on pourrait parler de votre nouveau jeu? C'est quoi le jeu? » Fait que ça nous est arrivé. Puis après ça, on est revenu avec Marc-Antoine l'année d'après. C'était génial. Et l'année suivante, on s'est dit « On va amener un monteur. » Et le monteur, il n'a jamais été capable de faire le montage. On se couchait jamais. Fait que il y a des fois, il faut trouver l'équipe qui nous sied bien. T'sais, moi, toute ma vie... Oh, on dirait que t'es mon âme sœur quand je dis ça. C'est bizarre. Mais non, mais tu sais, OK. Mais oui, toute ma vie, j'ai essayé de trouver quelqu'un que je pouvais faire confiance, puis juste, ça va. Ils vont le faire. Puis avec Pierre-Louis puis Marc-Antoine ensemble, ce team-là qu'on a, je suis... À toutes les fois, je suis sous le choc parce que je dis « Hey, les gars, ça, on peut-tu faire ça? » Puis c'est déjà fait. Il a déjà écrit un truc. Le post est fait. On pense toujours ensemble 3-4 tours d'avance sur plein de trucs. Fait que de se trouver un team d'enfer, ça peut être long. J'aimerais tellement avoir une équipe. Ouais. C'est chiant! Et ça vous fait rire.
Mais pour ce qui est de ta question, en fait, c'est plus par rapport à YouTube, puis les commentaires, Oui. puis etc. C'est une très belle réponse que tu as dit. Je t'enlève rien. Oui. J'aurais dit la même chose. Mais on en parle souvent, en fait, avec Pierre-Louis. On en a souvent parlé, puis c'est vrai, tu sais, je pense que tout le monde dans la salle doit le savoir, là, mais tu sais, tu peux recevoir 10 commentaires positifs, puis tu vas être comme, ouais, c'est cool, puis ça te fait du bien, puis c'est bien. Mais tu reçois un commentaire négatif, même si c'est un troll, puis t'es toujours comme, ah, On a bordel. toujours le même dislike. Ouais. Sur toutes Oui! les vidéos. Nous aussi, on l'a! Avez-vous un dislike? C'est Ouais. une vidéo gratuite. Il y a un dislike. Elle vient, je sais en plus qu'il est abonné parce que Ouais. la vidéo vient de 20 sortir. secondes, des fois. Paf! Dans Yo, ta tu gueule. fais chier. Moi, je veux le rencontrer, là. Ouais! Mais ça a Et l'air tu que te ça fait- demandes, tu te demandes si c'est le même. Tu te dis des fois, c'est quand même quelqu'un. Quand tu dis ça, tu sais pas. Moi, j'étais sûr que je le connaissais. Je me suis dit, c'est dans ma famille. Il y a quelque chose. Il faut que je le trouve. Ouais, des ex. Moi, je suis persuadé que c'est des ex. Je suis persuadé. Faut que je t'avoue quelque chose, en fait. Quoi? Non, ça... Mais oui, c'est ça, c'est sûr, les commentaires négatifs. Puis c'est ce qui arrive aussi avec le web, puis c'est ça, tout le monde le sait, mais ça peut être un commentaire constructif, des fois ça l'est moins. C'est difficile à lire l'intention de la personne derrière. Des fois, il y a quelqu'un qui va dire un commentaire vraiment désobligeant, puis là, on va lui répondre de la manière la plus... la mieux formulée qu'on est capable, puis la personne est comme « Ouais, merci beaucoup », puis elle t'envoie un pouce, puis t'es comme « Oh, OK ». Genre. Le caribou, j'ai jamais trouvé que ça se faisait sérieux. Ça, on vient de recevoir ça récemment, là, en parlant. Comme le caribou, c'est la langue de chez nous, paraîtrait-il. Ouais, quand ça des commentaires comme ça, mais bon. En fait, très vite, moi, c'était Cannes l'an dernier. Je sais pas, je devais pas être en forme ou quoi, mais humainement, ça a pas été un bonheur à vivre, en fait, si tu veux, quoi. Faut dire qu'en fait, le problème quand tu fais ça, c'est que tu t'exposes. Alors on dit, oh, les gens te reconnaissent, ça, tu fais vendre des jeux, c'est gentil, ouais. Mais du coup, en fait, de suite, t'as une espèce de responsabilité. Faut que tu fasses gaffe à ce que tu dises, que tu dises pas des mal des Chinois, faut que tu dises pas. Faut pas que, et putain, il a pas parlé de tel jeu, il a pas fait ça, il a pas fait ça. Et puis des fois, quand t'as une mauvaise vidéo, ben pas très bien, mais que t'es tout le monde qui te le répète, c'est ah ben oui, je le sais que c'est pas fou, c'est pas grave. En fait, du coup, l'exposition te donne une responsabilité, et aussi, moi l'an dernier, j'ai dit mais ça se discutait sur je sais pas où, sur Facebook, et t'as Simon Murat, machin, mais mais on ne se connaît pas. Et très vite, moi, j'ai résolu le problème. J'ai dit, mais hop, tout ça, ça dégage. Il y a écrit Simon le passe-temps partout. Tu veux t'engueuler avec quelqu'un, engueule ce mec-là. Parce qu'en fait, moi, quand je rentre chez moi le soir, d'avoir mes notifications de les potes ont fait un barbecue dimanche et d'avoir un tel qui te chie à la gueule, tu dis, mais pourquoi c'était le boulot, ça? Pourquoi? Et moi, j'ai très vite évacué ça en disant, mais stop, je vais mettre une barrière entre moi, ma vie privée, ce que je pense vraiment, ce que je dis à mes potes, machin, et l'image que je peux renvoyer. Parce que t'as des trucs, tu peux pas le supporter. Là, fin d'année, il y avait eu un problème sur une vidéo de l'UDEMA. Dans les commentaires, je suis peut-être le personnage-là. Dans les commentaires, t'avais oui, le mec du passe-temps, il est insupportable. Il est machin. J'ai montré cette vidéo à ma femme, elle a trouvé qu'il était machin. Dimanche, j'ai montré cette vidéo à mes potes. Ils ont trouvé que le mec, il se l'a pété. T'as jamais... Mais bon, mais fais-le si tu veux, je m'en fous. Mais pourquoi? C'est bon. Pourquoi tu te sens obligé de me le dire? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu penses que ça va me faire, mis à part me rendre malheureux? Bon... C'est pour ça que vous avez tous des surnoms bizarres, les youtubeurs français. J'ai pas de surnom du tout. Ah, Wittberg, c'est ton vrai nom. C'est mon vrai nom. Bravo. Non, mais je pense aussi, tu sais, émotivement, ce qui est dur sur YouTube aussi, outre les commentaires, c'est juste les mathématiques de YouTube, parce que tout est chiffré. Donc, tu vis avec l'espèce de pression virtuelle que tes vidéos doivent progresser systématiquement, que tu dois avoir plus de visionnement, que tu dois avoir plus d'abonnés. Sinon, c'est pas une preuve de croissance ou de qualité. Moi, je pense pas que c'est le cas. Je pense qu'une vidéo peut être extraordinaire, même sans visionnement. Et
c'est le plus dur d'être capable de se convaincre de ça parce que tu vois le nombre de visionnements ou d'abonnés monter et descendre et tu peux pas baser, comment dire, la qualité de tes vidéos ou ta qualité de créateur uniquement sur cette donnée-là parce que c'est pas la seule donnée qui compte. Puis je pense que c'est ça le piège de YouTube. Ouais, C'est de... Mais nous, c'est la chance qu'on a, c'est que les gens viennent te le dire directement en magasin. Tu as des retours, tu les vois très immédiatement. Il y a aussi, quand je pense, tu fais du YouTube, il y a, moi je pense à mon pote Jérémy, il est chez lui, il fait des vidéos, et tout ce qu'il envoie, c'est les réseaux sociaux, en fait. Il n'a pas tout le temps des gens en face qui lui disent bon, ça c'était bien, ça nous a plu, ça nous a convaincu, machin, machin. Il y a un côté jungle, en fait, quoi. On est tous en train de se dire ok, YouTube, c'est cool, pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. En fait, on est 100, 200, 300 à faire des vidéos sur YouTube. C'est un peu dur, quoi. C'est pas toujours méga évident. Alors nous, on a la chance que ça marche, basta. Mais tu te dis, des fois, tu vois des vidéos, ça fait 200 vues. Tu fais, mais pourquoi c'était pas si mal, en fait, ça? Ouais. Et tu comprends que pour la personne, ça va être difficile de vivre ça, quoi. Il faut faire des tutos beauté. Je vous l'ai dit, gars. Les tutos beauté, vidéo de chat. Il faut retourner dans les vidéos de chat et les tutos Mais beauté. c'est dur parce que, tu sais, à toutes les échelles, parfois tu vas faire une vidéo puis tu fais comme, OK, wow, ouais, là, on a topé le 10 000. Puis là, soudainement, la vidéo d'après, tu fais, OK, on est en bas de 1000. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ça marche pas? On est plus bon, ça, c'était pas le bon sujet. Puis des fois, c'est une vidéo extraordinaire. Ça peut juste pas être la seule donnée, j'ai l'impression. C'est là, parfois, que l'émotif, ça peut venir te gruger de juste faire, hey, OK, comment améliorer, comment... faut juste pas que le nombre de visionnements égale qualité. C'est pas toujours le cas. Ben, c'est pour ça aussi qu'Instagram a enlevé les likes. C'est qu'on les voit plus parce qu'à un moment donné, je pense qu'on peut devenir un peu fou de Obsédé vouloir... par ces chiffres-là. Ouais. Alors, rappelons quand même que les vidéos YouTube ont des chiffres de vues qui sont très variables. Ouais. Si on fait une vidéo sur un seul jeu, si on présente un seul jeu, en général, c'est les gens qui s'intéressent à ce jeu qui vont l'avoir. Donc, ça va faire peu de vues. Mais la qualité de la vue est plus importante puisque c'est des gens qui ont fait la démarche d'aller regarder une information sur un jeu qu'ils vont peut-être acheter. Nous, on fait des vidéos où on présente 4-5 jeux d'un coup. D'un seul coup, on va faire 7000 vues alors que si on fait un seul jeu, on va en faire 2000. Bah, dans ce cas-là, on a l'impression qu'elles ont beaucoup plus de portée. C'est un peu vrai, ça marche bien, mais il faut relativiser ces chiffres-là. Les chiffres ne disent pas tout. Puis aussi, il y a eu un switch dans les dernières années, il y a eu un changement dans les dernières années au niveau de YouTube. Puis on en parle encore aujourd'hui, les clics, les likes, etc. C'est ça qui est important, le nombre de vues. Mais la vérité, c'est que c'est plus ce qui est important sur YouTube. Ce qui est compté, puis ce qui est compté comme monétairement derrière, c'est le nombre de minutes vues. Donc, quand tu parles de qualité de vue, il y a ça aussi. Puis nous, on a la chance justement de faire des formats différents. Donc, on va faire des vidéos très courtes des fois qui a beaucoup de visibilité. Donc, une vidéo de 2 minutes qui va être vue plusieurs milliers de fois. Puis on va faire des vidéos vraiment plus longues avec les jeux de rôle. Si vous avez la chance d'aller voir les vidéos qu'on fait, que ce soit Donjon Dragon ou Vampire, on va avoir peut-être un petit peu moins de vues, mais c'est des gens qui regardent la vidéo complète pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures des fois. Donc, moi, ça me dérange moins d'avoir 400 vues sur une vidéo qui a été vue au complet, puis que la vidéo dure 2 heures, puis que ça crée une communauté. Puis c'est aussi les jeux de rôle spécifiquement, c'est des vidéos où est-ce qu'on voit l'intérêt de la communauté parce qu'on reçoit tellement de commentaires. Quand on sort des nouveaux vidéos, les gens sont comme « Yeah, c'est revenu » ou « J'ai hâte de voir la suite », etc. Donc là, on sent la qualité de la communauté qu'on est en train de bâtir avec ça, puis moi, ça me rend vraiment fier. On a une question dans la salle. Ouais, c'est un peu en lien avec le côté émotionnel aussi. En fait, je veux juste savoir si ça vous était déjà arrivé, parce que je trouve entre guillemets, les youtubeurs lifestyle, entre guillemets, très connus, voilà, on sent qu'ils font toujours des collaborations avec d'autres youtubeurs, qu'ils emmènent d'autres youtubeurs sur leur chaîne ou font découvrir des personnes qu'ils ont découvert à d'autres gens. Est-ce que dans le YouTube, entre guillemets, de niche jeux de société, là justement vous en parliez, vous entre guillemets, j'ai l'impression que vous découvrez en même temps l'un et l'autre la chaîne. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire des partenariats, à aller sur des chaînes et des autres, à faire introduire des gens, à dire il faut qu'on parle de ce bonhomme-là parce que lui aussi il parle très bien de jeux de société. Voilà. On est présentement en train de travailler à cette vidéo-là avec plusieurs YouTubers. C'est con, mais on en parlait même dans l'avion. On était comme là, il faut qu'on trouve de quoi. Mais on veut pas... Pour pouvoir créer ça, j'ai l'impression que souvent dans des trucs YouTube, ça peut être « Ah, c'est beau, on va juste s'affilier », mais comme nous, on est au Québec,
et on a envie de s'affilier avec vous, ben, il faut trouver un concept de vidéo qui va justement plaire aux deux, puis et il faut trouver aussi la façon de faire arrimer les deux visions ensemble. C'est la différence. En fait, moi, c'est toujours plaisant. Moi, quand je rencontre quelqu'un qui fait un peu la même activité que moi, c'est toujours plaisant d'échanger avec cette personne-là. Mais il faut pas qu'en fait, l'envie de dire, tiens, j'ai envie de faire une vidéo avec Martin ou avec Etugame ou avec machin. Ben, en fait, c'est pareil, il faut que ça ait un intérêt pour le spectateur. Et il faut te dire, qu'est-ce que je peux faire? Et après, il y a des contraintes, elles sont géographiques, quoi. Toi, t'habites au fin fond de la forêt. À la frontière suisse, et j'habite à Toulouse, donc c'est enfin voilà, c'est très comme moi, je fais souvent des vidéos avec mon pote de l'UDEMA parce qu'il est à côté de Toulouse. Et qu'on se voit souvent et qu'on a un grand bonheur à faire des trucs ensemble. La contrainte, elle est avant tout géographique. Après, je suis persuadé qu'il faut la jouer collectif. Ça ne sert à rien de vouloir jouer dans son coin et dire non, je vais pas faire une vidéo sur le truc avec machin. En fait, si tu veux que les gens y voient tes vidéos, faut qu'ils viennent sur YouTube. Même dans ta tête, tu te dis ça. Mais plus on sera sur YouTube, plus tu te dis, bah, c'est là qu'elle sera l'info, en fait. Je regardais dans les stats de quelles sont les vidéos qui font que je regardais avant d'arriver. Qu'est-ce qui fait que les gens arrivent sur la chaîne YouTube du passe-temps? Ben, dedans, il y a des recommandations de vidéos de trick-track, de trucs comme ça, qui fait qu'on arrive chez nous, quoi. Je dis, ben, heureusement qu'il y a ça, enfin, que ça circule. Pour pas être les seuls dans le monde. Après, effectivement, des collaborations, c'est une façon de se filer un coup de main les uns les autres. Après, se pose la question de pourquoi. Pourquoi? Pour en faire quoi? C'est quoi la valeur ajoutée? Mais il est évident que moi, je viens du monde de la bande dessinée. Et avant la folie YouTube, il y a eu la grande période des blogs de bande dessinée où les gens s'unissaient. Il y avait une sorte de famille des auteurs de bande dessinée en s'envoyant des liens. On est très loin de cette époque-là des blogs, mais il y avait la fameuse barre de liens qu'il y avait sur le côté où il fallait absolument être présent si on était dans le lien du blog de Boulet ou de Laurel. C'était très utile parce qu'on avait d'un seul coup beaucoup plus de visiteurs et on s'entraidait les uns les autres. Évidemment, ça fonctionne aussi sur YouTube, c'est le même système, donc il y a des incohérences qui se font. Nous, on parle assez régulièrement à des autres chaînes, pas parce qu'on les regarde, donc on a plaisir à en parler aussi. Mais oui, c'est évident que c'est un moteur. En plus, là, il va y avoir, on me disait ici des vols Toulouse-Montréal. Je dis ça de même, Simon. Ah ouais? Toulouse-Montréal. À partir de quand? Cet été? T'imagines? On va se faire un party. Et puis moi, je suis exclu, quoi. On s'en fout complètement. Regarde, là, à un moment donné, là, va falloir que... Faut se rapprocher de Toulouse, c'est ça le truc. Tu te construis un aéroport et après, on verra. Ouais, nous, on va payer le gaz. En boîte de jeu. Juste une autre petite question. Juste de votre point de vue de YouTube, du YouTubeur, par rapport aux chaînes YouTube des marques ou des éditeurs, est-ce que vous trouvez que ils sont dans une même démarche que vous? Est-ce que, entre guillemets, vous aurez des conseils, vous avez des avis? Est-ce que vous suivez vous-même beaucoup de chaînes YouTube d'éditeurs de jeux de société? Juste voilà, un avis un peu général sur les différentes chaînes ou des éditeurs qui ont des chaînes YouTube qui vous ont marqué aussi, je sais pas. Ben oui, moi, mon avis personnel par rapport à la multiplicité des chaînes, c'est vraiment plus qu'il y en a, mieux c'est. Parce que ça fait plus de joueurs, ça fait plus de personnes qui parlent. Puis j'ose espérer que toutes ces chaînes-là vont avoir la saveur différente que les personnes recherchent. Après ça, des chaînes vraiment comme, je sais pas, c'est quoi que j'ai vu dernièrement. J'avais vu la chaîne d'Ankama. Ouais. Ils ont fait la vidéo d'Arceus avec Théo, avec les décors. Ça, c'est super inspirant. Tu sais, j'étais comme, waouh, faut qu'on intègre des trucs comme ça. Après ça, j'ai vu, je pense que c'est Asmodée qui avait fait une série d'entrevues avec des auteurs. Puis c'était super clean. Puis je suis comme, go, tu sais, on veut des trucs. Je dis, t'as beaucoup de vidéos d'éditeurs qui vont balancer des trailers, des trucs comme ça. Oh merde, je trouve que ça sert à rien. Ah ouais. En fait, tu viens sur YouTube parce que tu cherches une information. Si c'est juste pour avoir une sorte de débauche visuelle, ça sert pas à rien. Je pense que si tu veux avoir un truc qui soit pertinent pour les gens, sur YouTube, ils veulent sans doute de l'humain, tu vois, des interviews de Théo Rivière. On veut ça. Si tu fais d'une chaîne d'un éditeur, t'es obligé d'expliquer qui tu es. Je pense que c'est l'humain, en fait, que les gens cherchent. Mais en même temps, t'as vu, c'est très spécifique, mais la vidéo de Flying Goblins que Yellow a sorti, que c'était du motion design, est-ce que tu l'as vu? C'est un teaser.
écœurant. Moi, j'adore. J'ai vu ça, j'ai écrit à Théo, j'ai comme, ouais, c'est trop fou! Genre, j'ai envie de produire des trucs comme ça. Mais c'est vrai que tu l'as vu sur Facebook, puis ça, tu sais, c'était pas un YouTube, c'est pas un truc C'est YouTube, c'est un truc très Facebook pour vendre. Fait que je peux comprendre. Ouais. Oui, il y en a plusieurs qui fonctionnent bien aussi aux États-Unis. Moi, je suis, entre autres, D&D Beyond, la page YouTube de Roll20 aussi. Tout ce qui est jeu de rôle, Donjons Dragons. D&D Beyond, qui est une plateforme numérique pour enregistrer des personnages de Donjons Dragons. J'ai oublié son nom, Todd. Bref, la personne qui gère la page fait plein d'interviews avec des gens qui sont actifs dans le monde de Donjons Dragons aux États-Unis. Donc, des gens qui ont fait des actual plays comme Critical Role, des auteurs, les gens de Wizard of the Coast. Et c'est tellement intéressant. C'est réellement intéressant. C'est pas intéressant pour une chaîne corporative. C'est vraiment bon. Puis je pense que c'est le défi d'une chaîne corporative, c'est de dépasser juste le pitch de vente que tu feras à des clients. Il faut que ça soit intéressant pour le grand public. Fais pas de la pub, explique ton boulot, mais faut pas faire. Ah, ça reste de la publicité, effectivement, mais c'est comme dans toutes les chaînes, il y a des gens qui font ça plus ou moins bien. Moi, je suis assez client de ce que fait Mythic Game aussi, où ils font des interviews, ils se mettent un petit peu en scène, ils se présentent. On voit le côté passionné. Donc, effectivement, ils ont un métier, ils vont essayer de vendre du jeu, mais s'ils sont passionnés, que c'est véhiculé, et que nous, ça nous touche, ça fonctionne. Et puis, il y a d'autres éditeurs qui ne font que de la pub, qui nous servent aussi, parce qu'on utilise leurs trailers pour les mettre en fond sur nos vidéos, donc tant mieux. Mais l'utilité est peut-être différente, en tout cas. On a une autre question. Oui, c'est une question pour Simon et pour Martin. L'équipe d'Etu-Game, vous parliez des vidéos de jeux de rôle et de leur côté qualitatif sur le fait notamment que ça aide à bâtir une communauté et à rentrer un peu plus dans les détails. Est-ce que, Simon et Martin, est-ce que sur vos chaînes, vous avez du jeu de rôle? Est-ce que vous pensez en faire? Est-ce que si vous n'en faites pas, c'est parce que vous n'en vendez pas? Est-ce que vous pensez éventuellement en faire à l'avenir? Non, alors c'est toujours la même réponse. C'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Et il y a des tas de fois, on me dit, il faudrait faire du jeu de rôle, il faudrait faire du jeu solo, il faudrait faire des trucs. Oui, mais non en fait, parce que je sais pas le faire. Si je faisais ça, ça serait pas bien. J'y mettrais pas autant d'énergie que ce qu'il faudrait. C'est pas mon domaine et il y a plein de gens qui le font très 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 bien. Moi, je considère qu'on n'a pas à être partout. Et faisons ce qu'on fait, et si on le fait bien, mais je vais pas faire les choses parce que, tiens, ça marche, il faudrait le faire. Oh non, si ça marche, je suis ravi pour les gens, je sais pas faire. Mais si, admettons, on vous invite à venir jouer avec nous, là. Ah oui, moi je viens, mais je peux pas faire la vidéo. Je veux bien participer, mais je veux pas faire la vidéo. Je ne saurais pas faire. Ok. Nous, on a un problème de temps de montage et de temps de réalisation. J'ai pas le temps de jouer à tous les jeux. Je suis plutôt un narratif de base. Je suis quelqu'un qui adore les histoires et qui aime bien ce genre d'univers. Et pour autant, je fais pas de jeux de rôle parce que j'ai pas le temps d'y jouer et j'aurais pas le temps de les analyser. Ceci dit, il y a des chaînes qui sont extraordinaires. Maintenant, j'insiste, notamment chez Trick Track, on a de plus en plus d'ouverture sur le jeu de rôle. Et moi, qui en faisais assez peu, maintenant je découvre tout ça. Et il y a les chaînes de Casus Belli, notamment, où ils font de l'actuel play. Je crois qu'il y a de l'actuel play sur le Festival de Cannes. Il y aura une partie de jeu de rôle en direct. Je vous invite à aller voir parce que c'est extraordinaire et ils ont une qualité de vidéo qui est remarquable. Si on faisait ça, on serait tellement en dessous que je pense qu'on va pas se lancer tout de suite dessus. Tu l'as arrêté de commenter que Trick Track, c'est que des vieux qui font des trucs de jeux de rôle, là, hein? C'est des gens qui font des jeux de rôle, hein? Ça en prend plus. J'ai vu tellement de commentaires de gens, ouais, ça prendrait des jeunes. Vos gueules, arrêtez! Il faut juste faire du jeu de rôle ensemble. Amusons-nous. On arrive tranquillement vers la dernière partie de cette conférence. Oui, mais justement, c'est de la partie conseils. Donc les conseils, ça s'appuie sur vos questions. Donc on va prioriser vos questions. Si vous en avez, c'est maintenant qu'il faut les poser. Donc du coup, j'avais une petite question qui avait été déjà soulevée par rapport au contenu, la qualité du contenu et le temps de la vidéo. Sur YouTube, on voit de plus en plus de contenu ou de youtubeurs qui se limitent à 15-20 minutes. Ils vont de moins en moins au-delà des 30, des 40, voire des 1 heure. Est-ce que pour vous, on va s'améliorer. Est-ce que du coup, pour vous, c'est un choix au niveau du timing? Quand vous vous dites on fait une vidéo, quand vous écrivez une vidéo, vous vous dites ah oui, mais non, faut pas trop parler, faut raccourcir ça, cutter ça, pour se dire on reste dans les 15 minutes pour pouvoir être intéressant pour les gens ou pas, et pas s'éterniser ou pas trop palabrer. Alors YouTube, c'est pas la télé.
Donc, t'as pas un truc où il faut faire un truc entre 19, 21 heures. Tu peux faire ce que tu veux. Si c'est très très long, c'est pas très grave. Nous, tu vois, les vidéos qu'on fait tous les 2 mois pour dire les meilleurs jeux pour nous, c'est ça fait 1 heure. Et on explique qu'elles sont pas faites pour être vues en intégralité. Au-delà de la longueur en elle-même, il faut pas qu'il y ait de longueur à l'intérieur de la vidéo. C'est-à-dire que si tu fais une vidéo qui fait 2 heures et que pendant 1 heure tu t'emmerdes, c'est pas fou. Il faut avoir une sorte de dynamique à l'intérieur de la chose ou quelque chose qui maintient ton intérêt. Après, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Faites des trucs en 4 minutes 30, vos trucs à 17 minutes. Moi, je clique pas. Mais ne clique pas, c'est pas très grave. Ouais, puis ça dépend de ton objectif aussi comme chaîne YouTube, parce que il y en a qui se lancent dans YouTube avec le désir conscient de performer, donc d'avoir une chaîne avec beaucoup d'abonnés, beaucoup de visionnements. Puis à ce moment-là, je pense que ça peut rentrer en ligne de compte. Alors, essayer de trouver une façon d'avoir la bonne durée pour garder une rétention de ton public. Souvent, donc, essaye de viser 50% de rétention sur ta vidéo. Mais nous, c'était pas notre préoccupation. Je pense que celle-là, jamais été. Parfois, on se pose la question, on utilise ces chiffres-là, mais nous, on voulait vraiment faire les choses qui nous plaisaient. Puis Donjon Dragon, ben, ça prend du temps, puis des podcasts discussions pour aborder des sujets de fond de jeux de société, ben, ça prend du temps aussi. Alors, on s'est dit, faisons-le, puis de toute façon, c'est vraiment ça qui nous intéressait le plus. Ouais, j'ai comme l'impression que quand tu... Puis c'est de quoi que j'ai remarqué avec Etu Game, c'est que quand tu fais quelque chose que t'aimes, ben, les gens vont aimer. Puis ceux qui aiment pas, ben, ils cliqueront pas, puis ils vont faire le thumb down. Je te trouve, je te pète. Mais il faut. Mais ça reste que j'ai l'impression qu'à toutes les fois qu'on a eu envie de faire quelque chose, on s'est dit ça va être chouette, on va avoir du plaisir, on va le faire, on aime ça. Ça a toujours fonctionné. Juste pour t'expliquer sur un point particulier, sur nos vidéos là où on parle de 12 jeux, on s'est souvent fréquemment posé la question de dire en fait, tant pis, on fait une vidéo dans laquelle on parle de Azul, une vidéo dans laquelle on parle de celui-là, une vidéo, on la coupe, et ça fera 12 vidéos de 3 minutes. Ouais, il y aura plus de pubs, machin. Mais en fait, c'est pas ça qu'on veut. En fait, on fait ces vidéos-là pour dire, regardez, vous allez vous balader dans les meilleures sorties récentes. Évidemment, si on voulait performer, si on voulait faire un truc, on fait ça. On coupe, on fait des trucs de 4 minutes. Mais tu perds l'idée de ce que tu voulais faire à la base. Tu perds l'idée de faire découvrir des jeux aux gens. À ce moment-là, les gens ils tombent sur ta vidéo, ils vont sur un truc de 3 minutes et ils voient pas, ou alors du moins c'est beaucoup plus d'erreurs en 3 minutes, l'éventail de ce qu'il va y avoir derrière comme jeu. Donc tu peux te poser ces questions via ce prisme-là, mais ça peut aussi te virer des trucs que tu avais voulu mettre en place, quoi. Et si on en est à la rubrique du conseil, la question de la durée, c'est une question très importante pour les éditeurs, parce que maintenant, ils cherchent des vidéos très courtes. Donc, 5 minutes, c'est même trop long. Maintenant, il faudrait faire des vidéos d'1 minute 30, extrêmement rythmées, en envoyant une idée forte. Mais pour nous, qui ne sommes pas dans la publicité particulièrement, le vrai conseil, c'est de ne pas tuer votre monteur. Il faut que le monteur il puisse survivre à plusieurs vidéos. Donc, nous, ça sera ça, le critère. Au-delà de 20 minutes, ça commence à devenir très compliqué à monter. Ces derniers temps, on a fait des vidéos de 40 minutes, donc je souffre, mais ce sera surtout ça, le vrai problème. Où tu trouves des concepts, tu sais, c'est ça dépend des concepts, puis il faut que tu t'adaptes aussi. Les jeux de rôle, nous, c'est on pèse sur record, on joue, puis on coupe à la fin. Il n'y a pas de gros montage, fait que ça fait en sorte qu'on n'a pas trop d'heures de montage à mettre. Mais c'est sûr que l'aspect technique, là, YouTube va prioriser des vidéos dans la dizaine de minutes à peu près, là, dans leur algorithme puis tout. Puis moi, dans les peut-être 10 dernières années, je me fais souvent dire, comme vous l'avez dit, il faut pas que ce soit plus que 2 minutes, etc. Puis moi, ce que je réponds à ces personnes-là souvent, c'est si c'est bon 30 secondes, c'est bon 30 secondes. Si c'est bon 10 minutes, c'est bon 10 minutes. Puis tu fais une vidéo de 2 minutes, en fait, ton watch time, il est de 1 minute 30. Tu fais une vidéo de 2 heures, ton watch time, il est de 30 minutes. Ouais. Comme réaliser une vidéo, ça prend beaucoup de temps, on peut pas forcément présenter tous les jeux qu'on aime. Est-ce que vous avez une réflexion sur les autres types de contenus Instagram, tu en parlais tout à l'heure, peut-être un site internet avec les articles, ou est-ce que vous dites on est exclusivement youtubeur et on fait attention à ça? Nous, on a décidé d'avoir des formats. Donc, les jeux qu'on se dit, là, on a vraiment beaucoup de trucs à dire, on va en faire une critique longue. Donc, une critique sur environ 20 minutes, là, mettons, 15-20 minutes. Mais d'autres jeux, on fait, ça, on a plein de trucs à dire, mais
un peu moins de trucs, moins qu'une grande critique. Fait qu'on on a créé les mini-critiques. Donc, quelque chose à 7 minutes, 5-6 minutes. Et après ça, ben, des fois, on a juste 2-3 phrases à dire sur un jeu. Ben là, on va aller sur Instagram. Mais on a essayé de trouver vraiment les parties. Ah oui, des fois, on fait comme ah, ça, c'est un jeu que on pourrait l'expliquer, mais ce serait encore mieux d'y jouer devant le monde. Fait qu'on a créé un autre truc qui s'appelle nos parties intimes. Puis j'ai toujours trouvé le titre génial. J'étais super jaloux. Ça, c'est les meilleurs moments où le lendemain de notre première partie intime, il y avait beaucoup de gens qui arrêtaient pas de nous écrire « J'adore vos parties intimes ». Des bonnes idées. Ça, c'était le fun. Après, c'est la question de est-ce que, vu que tu es une chaîne YouTube, est-ce que tu dois forcément être un média? C'est pas parce que je suis une chaîne YouTube que je suis un blogueur, un Instagrammeur, machin, et que j'ai le temps de le faire. Il faut aussi réfléchir en termes de capacité. Tu peux dire ouais, on va le faire, ouais, on va faire ça, ouais, on va faire ça. Mais à un moment, tu te rends compte que t'es au magasin la journée, la nuit tu tournes, le fond de la nuit tu fais le montage. Tu peux pas être partout. Tu peux pas, c'est très dur. Rachel, nous, s'occupe vachement de Instagram parce que ça lui plaît, mais tu t'y tues. Et puis, tu pourrais être partout sur la Terre. Voilà, c'est pas parce qu'il y a une chaîne YouTube qui a vocation à être partout ailleurs. Moi, je viens de l'écrit, donc je suis très très frustré parce que j'ai pas le temps en ce moment. J'ai priorisé les vidéos et donc je regrette de pas mettre en avant les écrits. On a commencé par créer un blog, donc on a très envie de faire des articles, de faire des bandes dessinées en ce qui me concerne pour mettre en avant le jeu. Mais c'est compliqué parce que ça demande des financements et c'est un casse-tête que vous connaissez, qui est insoluble. Pour l'instant, j'ai pas la solution. Si vous l'avez, si quelqu'un l'a dans la salle, je suis preneur. Un mécène. Alors moi, c'est pas une question, c'est des remerciements en fait, parce que vous avez été inspirant pour nous. Willow et Oli, on se lance sur YouTube, on a 150 abonnés. Abonnez-vous. Et on est, comment dire, on aime le jeu de société depuis toujours, depuis au moins HeroQuest, Magic, et on aime partager autour de nous, on aime conseiller des jeux, et on s'est dit à un moment donné, pourquoi pas le faire sur YouTube avec d'autres personnes. Et pour le faire sur YouTube, il fallait des personnes inspirantes pour nous. Et vous êtes des personnes inspirantes pour nous. Merci. On a l'impression de vous connaître. Quand vous sortez une nouvelle vidéo, eh bien, on est heureux. On a le smile. C'est enthousiasmant. C'est enthousiasmant et inspirant. Alors, au début, ça s'était pas passé comme ça avec un monde de jeu. Je suis désolé. Je suis obligé de le dire. Je vais être franc aujourd'hui. J'aimais pas votre chaîne au départ. Et maintenant, c'est la première chaîne. Mais nous non plus, on l'aimait pas trop au départ. Et maintenant, quand vous mettez une nouvelle vidéo, c'est vous les premiers que je vais voir. Parce que j'ai appris à vous connaître. Mais nous aussi. On a appris à se connaître, j'allais dire, via ce biais. Et je trouve ça très très bien. De vous voir aujourd'hui, c'est aussi super fun. Et voilà, on est venu à Cannes pour ça, pour rencontrer Léo de Mythic Games aussi parce qu'on les aime beaucoup. Mais voilà, c'était des remerciements et vous dire que vous êtes inspirant et puis votre travail, il faut continuer à le faire parce que faut qu'on partage cette façon du jeu de société parce que sinon les gens vont connaître que le Monopoly et le Cluedo et alors que le monde du jeu de société moderne, il est ultra riche. Voilà, merci. Ben, merci à vous. Merci, vraiment, merci. J'ai un micro conseil pour vous. Je pense que les gens vont peut-être cliquer sur vos vidéos pour les jeux, mais ils vont revenir pour vous, comme vous le dites. Là. Donc, mettez-vous de l'avant, montrez qui est-ce que vous êtes, puis je pense que ça va parler aux bonnes personnes. Et ça a été assez difficile pour nous parce qu'on n'était pas du tout de la vidéo. C'est pour ça que je te disais qu'on n'aimait pas trop ce qu'on faisait non plus au départ, parce qu'il y a un apprentissage qui est énorme, et YouTube permet ça. Ce qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Moi, j'ai appris énormément en me filmant parce que je me suis découvert. Donc, j'ai vu comment je réagissais et j'ai compris, notamment quand les gens me disaient « Oh, t'es assez froid en public ». J'avais pas l'impression d'être froid, mais en se voyant en vidéo, d'un seul coup, on comprend ce genre de choses. C'est un outil. J'espère que maintenant, dans les classes, on utilise aussi la vidéo pour que les élèves puissent se voir aussi parce que c'est quelque chose de formidable. Puis c'est chouette de vous voir aussi parce que nous, ça reste que on voit que des chiffres de gens qui nous voient. On voit pas les gens. Fait que de vous voir là, puis tu sais, n'hésitez pas quand vous voyez des gens que vous suivez sur Internet, quoi que ce soit, allez les voir. Moi, pour ma part, je suis toujours super content de vous rencontrer parce que vous êtes plus des chiffres, mais vous êtes des humains. C'est... Ouais. Puis ça peut paraître une redite, là, mais
pour de vrai, on adore les commentaires. Moi, je les lis tous. On essaie de répondre au plus de personnes possible. Fait que c'est, tu sais, sans pouvoir se voir nécessairement, on lit ce que les gens écrivent. Puis on est tout le temps à la fin des vidéos, commentez. Mais c'est parce qu'on les lit pour vrai, tu sais. Puis que ça met des mots puis des visages sur les personnes. On a une question dans le fond. Ouais, bonjour. Déjà, je voulais vous remercier aussi parce que moi aussi, j'ai commencé à faire une chaîne qui s'appelle Le Bon MJ et je parle de jeux de rôle. Et d'ailleurs, j'adore ce que fait Pierre-Louis. et je me demandais, au début, j'imagine que ça vous a drivé quand même les chiffres. Et aujourd'hui, vous dites que vous avancez avec la passion et je pense que c'est toujours un peu des deux. Et aujourd'hui, est-ce que vous fixez des objectifs en fait par rapport à votre évolution, etc. Ben, c'est difficile hein, parce que tu peux pas faire abstraction des chiffres, même si je pense vraiment que c'est un piège. Là. Il faut jamais que tu considères tes qualités uniquement basées là-dessus. Parce que je pense qu'il faut avoir le recul nécessaire pour regarder une vidéo pour se faire c'est une bonne vidéo ou Parce que des fois, c'est ça. Ma vidéo préférée sur la page YouTube de A2Game, c'est pas celle qui a le plus de visionnement ou celle qui a la meilleure rétention ou il y a le meilleur CTR ou. Tous ces chiffres-là ont pas de valeur par rapport aux trucs qui ont été dits. Fait que moi, ça reste toujours le guide numéro 1. Est-ce que ça me tente de dire ça puis est-ce que je trouve que c'est bien dit? Mais c'est vrai qu'il faut regarder ça. Puis au niveau des objectifs, est-ce qu'on a des objectifs, Doy? On n'a pas, moi personnellement, on n'a pas d'objectifs chiffrés. On va avoir des attentes, par contre, par rapport, on disait plus de views, dépendamment du format. On sait que telle vidéo fonctionne moins bien, on sait que telle vidéo va fonctionner mieux. Donc, on n'a pas d'objectif de chiffres, mais on va avoir des surprises, des bonnes surprises, des déceptions des fois. Donc, puis on les regarde, les chiffres, forcément. Là, on essaye de voir. Mais étant donné que c'est tellement difficile à contrôler pour 2 vidéos presque identiques, sorties au même moment, de la même durée, avec la même énergie, des fois, on n'a pas du tout le même nombre de views. Je pense que c'est difficile. Je sais que notre objectif pour le moyen terme, mettons, là, pour être assez franc, c'est on aimerait ça être plus vu, plus connu en France. Parce qu'on sait que géographiquement, ça marche super bien au Canada, tout le monde nous connaît, on connaît tout le monde de l'industrie du jeu, mais on a l'impression qu'en France, il y a une partie du public peut-être qui ne nous connaît pas encore ou qui nous a entendu un petit peu à côté ou qui n'entend pas exactement ce qu'on dit quand on parle trop en joie. Là! Fait que c'est ça. C'est peut-être notre objectif à moyen terme, c'est de continuer à rencontrer le public de France, puis parce que l'industrie, on commence à le connaître de mieux en mieux, mais on veut vraiment rencontrer le public de France. Ouais. Et c'est pour ça aussi que maintenant, on vient le plus souvent possible en France. L'année passée, on est venu 3 fois, et là, on va essayer de continuer ça et de continuer de monter. Mais il faut payer notre taxe carbone et ces trucs-là, là, ça devient chiant. En fait, si tu aligné dans les chiffres tout le temps, tu vas vite devenir assez... ça va te faire vriller le cerveau. Moi, les périodes où je me suis dit, allez, je fais ça à donf, tu deviens un peu fou. Parce que, comment te dire? Moi, des fois, je mets des vidéos en ligne et je suis pas très content du truc ou autre. Ça fait 10, 20, 30, 40 000 vues. Ah bon? Et tu vois les trucs d'autres gens, tu dis, mais c'était trop bien ça! Pourquoi ça fait 1200 vues? Et en fait, ce facteur-là, il veut pas dire grand-chose. Tu t'en sors pas. Et puis ça rend pas spécialement heureux. Mais tu sais, moi c'est drôle parce que je viens du domaine du théâtre, tu sais, puis je fais de la marionnette. Puis c'est un monde, tu sais, les gens sont souvent surpris quand tu dis que t'es marionnettiste dans la vie, là. Mais puis les gens te disent tout le temps, ouais, mais les marionnettes, elles sont beaucoup trop petites. Vous devriez faire des marionnettes géantes, hein. Comme ça, vous pourriez faire des salles de 700, 800 personnes, hein. Ce serait pas mieux. Puis la réalité, c'est que c'est pas ça la proposition, tu sais. Ce qui est beau, puis ce qui fait que le spectacle fonctionne, c'est que c'est des toutes petites créatures fragiles que tu vas voir s'animer, puis c'est ça qui est magique. Fait que je pense que c'est un peu ça aussi sur Internet. Il faut pas que tu perdes ce qui est beau puis ce qui est humain. Puis oui, c'est sûr de vouloir performer plus de vues, mais des fois, tu finis par te transformer un peu. Puis, tu sais, des fois, on les connaît, les recettes, là, on sait ce qui pogne, puis c'est pas nous, ça nous ressemble moins. Fait qu'on préfère rester à ce qui nous ressemble plus. On l'a vu dans les dernières années aussi, là, c'est pour ceux qui suivent des gros YouTubers américains, etc., qui se mettent à faire du vlog à tous les jours, etc. C'est toutes des personnes qui tombent en dépression. Oui. Fait qu'on essaye de faire attention. C'était le thème d'avant, mais en fait, la recherche du chiffre impose de la régularité. Ouais. Et la régularité, nous, c'est notre principal problème, c'est que de temps en temps, on a envie de couper, donc on coupe assez régulièrement. Et le fait de couper,
ça nous fait mal au cœur parce qu'on se dit mince, pendant ce temps-là, on a arrêté de faire des vidéos, les gens ne nous voient plus, donc peut-être on va perdre des vues. C'est cet aspect-là qui est le plus difficile à gérer. C'est pour ça qu'on essaye aussi de regarder les chiffres, mais pas de s'en servir comme d'un moteur. Ouais. D'accord, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, j'arrive. On arrêtera après cette conférence pour laisser la place aux futures conférences, aux conférenciers qui vont s'installer. Moi, j'avais une question concernant vos familles, en fait. Je voulais savoir comment elles gèrent, en fait, vos notoriétés un petit peu sur Internet et surtout en convention. Ouais, alors moi je regardera jamais cette vidéo. Moi, ma sœur, ma sœur vit dans un monde très différent du mien. Bref, et le jeu a toujours été vécu avec un truc un peu de du jeu. Un petit mépris. Un jour, elle se retrouve dans une soirée avec des gens prestigieux, machin. Il y a 1 an et demi, je crois, 2 ans, un truc comme ça. Et elle discute avec ses copines et tous les maris sont à côté, bref. Et on lui dit, mais t'as un frère? Il dit, bah oui, il bosse dans un magasin de jeux à Toulouse. Et là, un des mecs se retourne, dit, tu es la sœur de Simon du passe-temps. Et en fait, ce truc-là, elle s'est dit, oh, mais dans mon monde, socialement, c'est accepté, en fait. Et ça a été une bascule, je pense, pour elle de se dire, c'est pas méprisable, c'est pas, ça existe ce truc-là, quoi. J'ai de la famille qui habite à Nice. L'an dernier, c'était venu faire le tour du festival et j'avais fait le tour du festival avec eux. Ça les fait marrer que quand je rencontre des gens, tout ça. La problématique après, c'est que c'est beaucoup de boulot et que t'as des dimanches, tu vas pas voir ta maman parce que t'as un tournage. T'as des dimanches, tu vas pas voir ton papy parce que t'as du montage et puis tu peux pas être partout. Moi, ça faisait marrer mon grand-père quand je disais, mais voilà, maintenant, il y a des gens qui me reconnaissent, c'est regarder, ah ouais, ça lui faisait un peu briller les yeux. Maintenant, après, il y a une réalité qui fait que du coup, t'es moins disponible, tout ça. Ça t'apporte un peu de crédit social, y compris dans ta famille. Mais ça fait marrer les gens avant tout, quoi. Ouais, c'est drôle. C'est un peu random parce que nous autres, c'est ça, on est dans le domaine du théâtre, puis on a une notoriété, très humble, là, c'est pas grand-chose, là, des fois, ça arrive une fois de temps en temps, je m'en vais chercher des jouets chez quelqu'un, j'ai acheté ça en ligne, puis la personne fait « Hey, j'ai vu ta vidéo! » Puis là, je suis comme « Ah, cool! » Mais c'est un peu la même chose, puis j'ai une copine qui est comédienne, puis elle a joué dans quelque chose qui a été beaucoup, beaucoup regardé au Québec, fait que c'est plus elle qui se fait dire comme « T'es la fille qui pue de la bouche dans ces gars-là! » Fait que, ouais, mais ça n'a pas changé méga grand-chose, à part j'ai full de jeux pour ma fille. Ma fille joue beaucoup à des jeux de société, puis c'est moi qui hérite de tous les jeux jeunesse, fait que on joue beaucoup à cause de ça. Moi, à l'inverse de Simon, ma copine fait les réseaux sociaux pour Télé-Québec, qui est comme une grosse chaîne au Québec. Puis c'est plus elle qui est cool. C'est elle qui me parle de beaucoup de views, c'est elle qui fait les formations de réseaux sociaux. Fait que j'apprends énormément d'elle, tu sais. Fait que je vois, on gère pas, c'est pas une grosse notoriété. Puis au contraire, tu sais, je pense qu'elle m'apprend beaucoup. Puis on a ces discussions-là souvent de comment on fait pour notre stratégie, etc. Puis elle nous a donné des super bonnes idées, tu sais. Moi, ma copine, c'est comme ma compétition officielle en partant. Parce qu'elle avait fait The Voice au Québec, puis elle avait beaucoup d'abonnés, puis mon but, c'était de battre ses abonnés. Et quand j'ai réussi à battre ses abonnés sur YouTube puis Facebook, elle était comme « T'étais vraiment en compétition contre moi? » Je dis « Ouais, je suis vraiment content. Je vais tellement bien dormir ce soir. » Mais ça reste que même si c'est pas une grande joueuse, tu sais, la comédie musicale, la voix que Pierre-Louis avait, c'était ma copine, tu sais, elle vient quand même donner un coup de main. Elle est venue avec nous à la Gen Con pour faire les réseaux sociaux. C'est quand même très cool. Tu sais, j'aime ça avoir du monde qui nous entoure, qui sont... Mais même s'ils sont pas des joueurs, ils ont du plaisir à nous suivre. Je suis allé, une petite anecdote comme ça, je suis allé chez le médecin récemment parce que... petit problème, mais je le connais pas, le médecin, c'était l'hôpital. Et là, juste en arrivant, il a fait « Raphaël, oui, je t'écoute à toutes les semaines. » J'ai dit « Wow, t'écoutes quoi? » Il dit « El doctor, je suis ta campagne de Waterdeep. » Là, je suis comme « OK. » Puis là, il commence à me faire des gags. Et c'est pas un épisode qu'il a fait, là, qu'il a écouté, là. Il les a tous écoutés. J'ai demandé d'être mon médecin de famille.
Sinon, en termes de notoriété, on est connu dans notre milieu du monde du jeu, mais pour être le mari d'une institutrice, dans le supermarché, c'est pas moi qui suis reconnu. Hein. C'est quand il y a un gamin, qui connaît la maîtresse, c'est là qu'il se passe quelque chose. Donc, la notoriété du monde du jeu, elle n'est pas très très importante. Hein. Et on parle de chaînes qui ont 10, 20, 30 000 abonnés, quoi. Ça fait marrer n'importe qui. Tu cliques sur tendance, tu vois que le moindre mec qui filme son chien, il a 300 000 abonnés. Donc ça reste, on fait une conférence et tout, mais ça reste assez rigolo. Faut le remettre dans son contexte, quoi. Ouais, c'est dans le fond, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est les tutos beauté. Et surtout, au niveau des conventions, quand on vous reconnaît, qu'on vous interpelle, comment vous réagissez? Ça vous fait plaisir? Je fous des baffes. Non, mais comme je vous disais, c'est ce qu'on adore. Nous, c'est pas pour ça qu'on vient juste pour avoir de l'amour, c'est pas pour ça. Mais quand j'en ai besoin, ok, merci. Mais quand ça arrive, c'est justement on vous reconnaît, on veut prendre le temps de vous parler, d'en apprendre plus sur vous parce que c'est justement on arrête de vous voir comme des chiffres. Moi, j'aime les gens. Je joue au magasin, comme ça, j'adore parler avec les gens. Je parle pendant des heures. J'aime bien parler avec les gens. Et bon, je trouve ça déséquilibre un peu la relation parce que quand t'as quelqu'un qui te regarde un peu différemment, donc très vite, moi, je parle un peu d'autre chose, mais ça me fait plaisir qu'on me dise ton boulot il me plaît. Mais voilà, vous pouvez parlons quoi. Mais moi, j'aime bien parler avec les gens et je veux surtout qu'il y ait un dialogue, quoi. Moi, j'ai pas trop vu la différence depuis le lancement de la chaîne YouTube. On était déjà un petit peu connus avant, donc ça change pas grand-chose. On est très content de voir les gens. On va arrêter là s'il n'y a plus de questions. On vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette conférence. Merci beaucoup.